J'ai eu il y a environ 2 ans une espèce de révélation en ce qui concerne l'anxiété. J'ai toujours été assez anxieux, une espèce de truc de famille, tu vois. Pour moi, sur YouTube, chaque minute de contenu doit payer son loyer, quoi. Si j'ai une minute de contenu qui est nulle et qui doit être coupée, bah, le script aurait dû être coupé, quoi. Il n'y a pas de minute de contenu molle sur mes vidéos. Par rapport à la moyenne des gens, je suis positif sur les crypto-monnaies. Par rapport à la moyenne des fans de crypto-monnaies, je suis probablement plutôt cynique sur pas mal d'éléments, tu vois. Salut Stan, comment est-ce que ça va? Salut Grégoire, ça va bien? Ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast, surtout que j'ai regardé, ça fait pas mal de temps que t'as pas donné d'interview. Il me semble que t'en avais donné une à Antoine BM pour la sortie de ton livre il y a quelques années. C'était une des dernières que j'ai vues. Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est franchement, je te l'ai dit quand t'as accepté la demande, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu verras, il y a un petit peu, c'est un podcast où on parle un petit peu de tout, mais on va rester quand même dans ton domaine professionnel qui est le marketing. Et justement, pour moi, t'es un petit peu la référence du marketing en ligne. Et d'ailleurs, pour te donner une petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai tourné avec une fille qui s'appelle Léna. Et on parlait un petit peu des futurs invités. Et lorsque j'ai parlé de toi, elle m'a dit « Ah bah oui, c'est le gars qui a fait la vidéo sur Kim Kardashian et comment est-ce qu'elle a réussi à percer sans talent. » Et alors que moi, la vidéo sur laquelle je t'ai découvert, c'était avec Thibaut InShape et avec Squeezie, tu vois, parce que c'était les youtubeurs que je suivais. Chacun ses références. Voilà, c'est ça. Et donc, ça prouve que ta stratégie est bien aussi parce que tu arrives à choper forcément un moment dans les années un sujet qui va intéresser à peu près toutes les personnes sur YouTube. Et donc, franchement, c'est cool et je t'en reparlerai parce que tu m'as beaucoup aidé sur quand j'ai commencé cette aventure sur YouTube. Tu vois, tu m'as apporté beaucoup de bons conseils. Donc, on en reparlera. Je voulais juste savoir comment est-ce que toi, ça va en ce moment. Ça va bien. Écoute, je bosse à fond. Je sais pas si t'as vu, je me suis lancé sur TikTok et sur les shorts. Donc, je suis passé d'un mec qui publie une vidéo par mois, si t'as de la chance, et encore, c'est plutôt une vidéo tous les 2 mois, à une vidéo par jour. Donc, c'est intéressant, ça me donne un autre tempo, un autre rythme. Ouais, carrément, j'ai suivi un petit peu ça. Et justement, je me demandais justement quand est-ce que tu allais te lancer sur les shorts, parce qu'on voit pas mal de youtubeurs qui hésitent et puis ensuite qui s'y mettent un petit peu comme Antoine BM qui s'y est mis il y a quelques semaines. Et toi, j'étais sûr que tu allais y aller à un moment. J'aurais une question là-dessus justement. Et du coup, on peut commencer directement ouais, sur ça parce que c'est une question que je me posais. Je vois beaucoup de youtubeurs qui hésitaient avant à se lancer sur TikTok parce que forcément, quand on a un youtubeur encore plus comme toi qui aime bien donner du contenu à valeur ajoutée et puis exposer beaucoup de principes, forcément les shorts, ça nous paraît un petit peu court, ça nous paraît un petit peu manquer de contexte. Est-ce que tu as attendu un petit peu que la plateforme mature ou est-ce que juste tu t'es dit que c'était une occasion et qu'il fallait la prendre? C'était quoi qui t'a convaincu de venir sur TikTok et sur les shorts et sur des vidéos plus courtes? Ça fait un moment que j'y pensais. J'avais d'ailleurs, il y a 1 an, testé un short sur YouTube. En fait, on avait une idée de vidéo et elle était trop courte. On n'avait pas à en faire une vidéo complète. Je fais, tiens, je vais en faire un short. J'ai entendu dire que les shorts, ça marchait bien sur YouTube. J'en ai fait un. Et le truc, c'est que si tu postes un short sur ta chaîne, en fait, le premier short, il marche pas parce que YouTube ne comprend pas quoi en faire, en fait. Donc, il va le recommander sur la homepage et je rentre directement un peu dans les détails de l'algo, mais c'est la manière dont je réfléchis. Il va le recommander sur la homepage et en fait, le taux de visionnage, le durée de visionnage n'avait pas là, en fait. Donc, du coup, le short, il avait pas très bien marché et je m'étais un peu dit, bon, on va laisser ça de côté, mais j'avais toujours l'idée d'en faire. Et c'est vrai que moi, si tu veux, mon contenu sur YouTube, il est de plus en plus différencié par des analyses très approfondies avec beaucoup de recherches, etc. Ce qui fait que c'était pas trivial, disons, de trouver un format qui allait fonctionner sur un format beaucoup plus court. Ceci étant dit, au départ de mon business, je faisais notamment des podcasts sur les biais cognitifs, ce genre d'éléments. Je me dis, là, il y a plein de trucs que je peux faire en 1 minute. Il y a un biais cognitif, je peux te l'expliquer en 1 minute. Je peux t'expliquer la preuve sociale en 1 minute, il n'y a pas de problème, tu vois. Et de manière assez visuelle, avec des petites expériences, avec des petits exemples et assez impactants. Et je sais que ça fait bien réagir les gens. Donc, mon idée d'origine sur les shorts, c'est de dire, ok, ça avait marché quand j'ai commencé Marketing Mania, tout ce qui est biais cognitifs. Et en fait, je peux remettre un peu au goût du jour des trucs que j'ai fait en podcast sur des formats beaucoup plus longs en 2015-2016, mais qui sont toujours, tu vois, d'actualité, qui peuvent faire marrer les gens, etc. Ça peut marcher. Plus ensuite, je me suis dit, un autre format que j'ai jamais vraiment réussi à faire sur mes chaînes actuelles, c'est des résumés de livres, en fait. Parce qu'un résumé de livre, je trouve que la valeur ajoutée, elle est difficile à avoir, tu vois. Je vois une personne qui a fait un résumé de livre.
En gros, je peux en trouver 10 000 sur Google. Tu vois, tu mets juste, t'as juste les livres et tu me répètes, tu vois, où est ta valeur ajoutée. Moi, j'ai pas envie de passer des heures à créer du contenu qui a aucune valeur ajoutée, que n'importe qui aurait pu créer. Du coup, je me suis dit, tiens, le résumé de livres, j'ai jamais su les faire. Pourtant, il y a plein de livres que je lis et que j'ai envie de recommander et tout. Et donc, du coup, c'est un autre format de short, en fait. Plutôt que faire un résumé de livre qui va être un peu plan-plan, tu vas trouver une idée cool dans le livre et la présenter de manière standalone. Tu vas extraire une petite pépite. Et là, en gros, ce que je fais, c'est plus de la curation, de dire, OK, j'ai trouvé une petite pépite et ensuite j'ai trouvé la meilleure manière de la présenter. Et donc, au lieu de te faire un résumé de livre qui, je trouve, a tendance à être un peu superficiel, où on te donne les grandes idées, et ben, je fais un peu l'inverse. Je te donne un exemple dans le livre qui serait sorti dans aucun résumé, puisque dans le résumé, tu mets pas les petits exemples et je te le ressors. Donc, en fait, pour moi, ce que ça a pris pour moi d'arriver sur TikTok, c'est deux choses. C'est d'une part, commencer à intellectualiser des formats de contenu qui pouvaient marcher, sachant que moi j'étais pas à l'origine un très gros consommateur de ce type de plateforme, donc si tu veux, intuitivement il fallait que je me mette dedans pour un peu comprendre ce qui allait marcher, et ensuite simplement me dire j'ai envie de tester un truc et j'ai envie de faire un peu un défi, et donc mon défi c'était de passer 30 jours à faire des vidéos courtes dans l'objectif d'arriver à 1 million de vues en partant de zéro en 30 jours, et là j'en suis au jour 12 et on a dû dépasser le million de vues, je crois, hier. Donc voilà, c'était un peu, tu vois, la démarche, mais c'était aussi un peu l'idée de me dire, je sais pas, parfois tu réussis ton business et tout, et tu peux facilement t'empâter en fait. T'es un peu dans le confort, t'as ton audience, tes abonnés, c'est facile en fait de faire des trucs qui marchent, tu leur refais juste ce qui a déjà marché. Et j'ai toujours eu cette idée que moi, quand je suis arrivé sur le domaine marketing en 2015, enfin je faisais du business avant, mais quand j'ai commencé à parler de marketing en 2015, il y avait plein de gros noms en fait à l'époque. Il y avait des gros noms comme Sébastien, marketeur français, Aurélien Amaker, Olivier Roland, etc. Et probablement les gens qui te suivent dans ta génération qui arrive, ils suivent plus du tout ces mecs-là parce qu'ils ont été un peu balayés en fait par la vague. C'était plutôt des mecs qui étaient énormes sur les blogs. Et à l'époque, enfin, tu vois, c'est genre web marketing junkie quoi. Jean Rivière, c'était des mecs qui étaient énormes, c'était des colosses. Tout le monde se référait à eux. Tu vois, c'était un peu des dieux vivants. Et aujourd'hui, ils existent quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pas su négocier le tournant vers YouTube, en fait. Et c'est des mecs qui sont arrivés, donc comme moi, comme Antoine BM, comme Théophile Hélier, comme un mec comme Yomi Denzel qui est arrivé un an ou deux après, qui sont venus sur YouTube et qui ont balayé la vague. Et à un moment donné, je me dis, bah oui, bah qui va balayer la vague de notre génération? Bah ça va être TikTok, tu vois. Et si tu fais comme les mecs de l'époque qui étaient sur leur blog, qui disent, oh non, à YouTube, j'y vais pas, etc. Et ben voilà, dans 5 ans tu vas être un peu has-been, tu vois. Je me suis dit peut-être que je peux tenir encore 5 ans et faire TikTok, et puis quand on est en 15 ans, tu vois, on fera des vidéos sur hologramme, peut-être que là pour le coup je serai trop vieux pour y aller, mais en tout cas j'ai encore tu vois une carte à jouer, et je trouve ça marrant fondamentalement, tu vois, moi je m'éclate à le faire, et c'est cool, tu vois, d'avoir juste du feedback rapide quoi. Là j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, mais cette vidéo ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus sur la chaîne principale. Alors que sur TikTok ou Short, tu sors un truc par jour, donc tu as une gratification immédiate, c'est assez drôle. C'est quasiment aussi addictif en tant que créateur qu'en tant que consommateur en fait. C'est vrai, t'as raison. Ok, donc il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, il y a une petite prédiction qu'on regardera des vidéos sur hologramme dans 15 ans. C'est ça. Bon, de métaverse, hein. Créateur de contenu métaverse, tu vois, tu fais du contenu un peu en 3D et tout, où tu peux te balader à l'intérieur. Je pense qu'il y aura des éléments, tu vois, genre des expériences interactives. Tu vois, je t'ai parlé de preuve sociale, tu vois, sur un TikTok. J'ai fait un podcast à l'époque, maintenant je fais un TikTok. Mais est-ce que dans 5 ans, je pourrais pas te faire expérimenter et te faire sentir ce qu'est la preuve sociale via une expérience métaverse en 3D, tu vois, ça pourrait être marrant. Tu as créé un petit univers dans ton Unreal Engine ou un truc comme ça, tu peux te balader et tu expérimentes, tu vois, un truc un peu interactif où tu peux expérimenter les biais cognitifs. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vois, je ne saurais pas négocier le prochain tournant et je deviendrai un petit peu has-been, mais je trouvais ça intéressant de se dire, ok, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des mecs qui vont arriver de TikTok et qui vont dépasser en fait ce que je fais, ou en tout cas qui vont le faire la même chose, mais pour une nouvelle génération. Et ce serait con pour moi de pas le faire aussi en fait. Et pendant un moment, je me suis même dit, je vais recruter quelqu'un et je vais payer je vais recruter une personne pour faire en fait du TikTok affilié marketing mania, tu vois, en me disant je vais juste moto copier quoi sur TikTok. Et finalement, j'ai décidé de le faire moi-même parce que c'est assez drôle. Ouais, t'as raison, je pense. Et puis, c'était bien ce que tu disais sur le fait qu'il y a des générations qui sont balayées par des nouvelles plateformes qui arrivent. Et c'est un truc que j'ai remarqué sur TikTok, c'est que t'as vraiment parfois des personnes, des youtubeurs
que moi je connais sur YouTube par exemple, qui sont pour moi des géants sur YouTube, et en fait ils font une vidéo sur TikTok qui marche bien, et puis les gens disent c'est qui lui ou c'est qui elle, tu vois, parce qu'il y a vraiment c'est un nouveau monde parfois pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont très connus sur TikTok que les YouTubeurs ne connaissent pas du tout, et inversement. Et donc c'est vrai que quand je vois ça, je me dis qu'il y a intérêt quand même pour un gros créateur qui est sur YouTube et qui a déjà trouvé son format de vidéo, de venir sur TikTok. Et puis j'ai regardé un petit peu tes statistiques. Comme au début, je pense que quand on crée sur TikTok, on se dit ça se trouve cette vidéo elle va bien marcher. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a un petit détail auquel on n'est pas pensé. Et puis j'ai vu que récemment, tu as fait un TikTok qui avait bientôt 100 000 vues, tu vois. Donc c'est bien. Celui d'hier a fait 500 000 vues. Ah, ok, parce qu'en fait quand je l'ai vu hier, ça devait être Ouais. je sais pas, 2-3 heures après la sortie ou quelques heures après. Donc il est monté à 500 000, ok, c'est ça? Ouais, il est monté à 500 000, celui que j'ai posté juste hier. Donc, ça a pris 2 semaines, en gros, de vraiment comprendre comment ça marchait, quoi. Et sur YouTube Short, performance est énorme. Actuellement, sur YouTube Short, on est passé la chaîne c'est la chaîne secondaire sur laquelle on les poste. La chaîne faisait 2500 vues par jour, tu vois, en evergreen. Et là, elle est montée à 100 000 vues par jour sur les shorts, en l'espace pareil de 2 semaines. Donc ça performe bien, et ça a pris, ouais, une dizaine de jours de commencer vraiment à prendre. Ce qui, à l'échelle des choses, est rien du tout, quoi. C'est vrai, t'as raison. Au bout de 2 semaines, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'origine, j'avais 5 vues, quoi. Enfin, le tempo est juste totalement différent, quoi. C'est vrai. Après, il y a aussi ce truc sur TikTok où, par exemple, un TikTok qui fait 100 000 vues va pas fondamentalement changer ta carrière. Par contre, une vidéo YouTube qui fait 100 000 vues, ça peut lancer la carrière de quelqu'un sur YouTube. Donc j'ai l'impression que les vues sur TikTok se valent pas forcément par rapport à YouTube. Mais je pense que, comme tu as dit, le processus est Les vues assez... sur TikTok valent fondamentalement une impression sur YouTube, quoi. Une impression de ta miniature. Et fondamentalement, si tu as un taux de clic de 3%, tu es content. Donc le taux de conversion, ce serait une vue TikTok équivaut à 33 vues YouTube, quoi. Donc une vidéo TikTok qui fait 100 000 vues équivaut à une vidéo YouTube qui en fait 3000, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, pour faire un TikTok qui équivaut à 100 000 vues YouTube, il faudrait faire 3 millions de vues. À mon avis, il y a un espèce de taux de conversion à ce niveau-là. Et puis aussi la question du temps de visionnage, tu vois. Mon temps de visionnage moyen sur une vidéo YouTube sur la chaîne principale, il va tourner autour parfois des 12 minutes. Forcément, sur un TikTok, il faut faire au moins 20 vues pour avoir ce volume-là, tu vois. Donc, les chiffres sont pas comparables, quoi. Parce que sinon, tu te dégoûtes, en fait, tout seul. C'est tellement, pourquoi faire des vidéos YouTube sur une chaîne si tu peux faire juste des shorts mais comme tu compares un peu, notamment sur YouTube, ils affichent ça comme des vues, mais il y a des vues où la personne a vu ta miniature, ton titre, a décidé de cliquer dessus et regarder au moins 5 secondes, c'est une vue. Et il y a des trucs où ils ont juste scrollé sur leur feed short et c'est aussi une vue. Donc forcément, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à obtenir que d'autres. Bon. Ok. Et il y a un truc que j'aime bien aussi avec les TikTok, c'est qu'en fait, et même tous les contenus que tu fais de manière verticale, il n'y a pas besoin en fait de vendre le TikTok avec une miniature. Je sais pas si tu apprécies ça aussi, parce que parfois une vidéo YouTube, tu l'apprécies, tu la trouves bien, tu fais le montage, et puis après tu dois la vendre en faisant une miniature. Alors que sur TikTok, il faut vraiment se concentrer sur les premières secondes, mais comme la vidéo arrive directement sur le feed de la personne, surtout sur TikTok, sans que la personne la demande réellement, ben, je trouve que c'est plus... Il y a aussi un plaisir à créer un contenu vertical que j'avais pas avant, tu vois. Moi, j'aime bien le travail de la miniature. J'y prends pas mal de plaisir et d'intérêt, mais c'est vrai que ça prend un temps monstrueux. Parce que là, si tu réfléchis, si tu faisais une miniature pour toutes tes TikTok, ça te prendrait pas fondamentalement moins de temps que de faire une miniature pour une vidéo de 35 minutes sur la chaîne principale, tu vois. Donc passer 40 minutes, je crois qu'hier j'ai passé 1 heure sur la miniature de ma nouvelle vidéo pour la chaîne principale. Ça a du sens si c'est une vidéo et qui a un potentiel à avoir des centaines de milliers de vues sur une vidéo longue qui va rester sur la chaîne pendant des années, etc. Mais fondamentalement, cet effort, il serait pas beaucoup plus court pour faire un truc, une miniature pour une vidéo de 1 minute, quoi. Donc effectivement, ça raccourcit quand même énormément le travail. Et l'effort dessus. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, cette histoire effectivement, de la première image en fait, que les gens voient étant équivalent à une miniature, c'est différent par rapport à une vidéo. Dans une vidéo, moi, j'ai plus de temps pour installer. Parfois, tu vois, tu peux créer un petit mystère. En gros, sur YouTube, tu as en gros 30 secondes pour installer ton truc. Donc, ça te donne un peu plus de temps. Alors que vraiment, sur un short, t'as littéralement 0 secondes. T'as juste l'image qui est affichée quand ça se load, qui va vraiment vendre un peu le truc. Du coup, c'est une manière un petit peu différente d'écrire, ce qui explique que ça m'a pris une dizaine de jours de vraiment à prendre le coup.
et de comprendre un petit peu mieux les structures. Je pense que si tu regardes certains de mes premiers shorts que j'ai fait au départ, il y en a un qui aurait pu marcher, mais en fait, la première phrase arrivait pas assez vite dans le sujet, en fait. Et j'essayais trop de poser un mystère, ne serait-ce que pendant 10 secondes, et c'était un poil trop long par rapport au fait que les gens partaient. Alors que sur YouTube, c'est quelque chose que je peux totalement me permettre sur une vidéo traditionnelle, de passer 20 secondes à builder quelque chose avant d'avoir la punchline. Ok. Et est-ce que comme tu me disais, tu commences à prendre du plaisir à créer ce genre de contenu. Est-ce que tu vas continuer du coup après ce challenge d'un mois et ça va devenir une habitude que tu prendras aussi au quotidien? Vu comme c'est parti, probablement. C'est-à-dire que vu où j'en suis au bout de 12 jours, notamment sur... moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la performance sur YouTube Short, sur ma chaîne secondaire. Si ma chaîne secondaire se met à faire 1 million de vues sur le mois, alors que précédemment, là, on avait fait, tu vois, 250 au mieux, c'est énorme. Donc, c'est même pas une habitude quotidienne pour moi. C'est-à-dire que je fais mes shorts de la semaine, ça me prend environ une demi-journée. Je les écris tous à la chaîne, je les enregistre tous à la chaîne. Et puis après, j'ai un monteur plein temps dans mon équipe qui travaille là-dessus, mais aussi sur les autres vidéos. Et donc, du coup, en fait, pour une demi-journée de mon temps, je peux maintenir un énorme canal de trafic, donc le retour sur investissement est excellent. Après, là où je réfléchirais, c'est vraiment comment est-ce que j'implique plus mon équipe dessus, avoir des gens qui peuvent m'aider à écrire aussi des shorts. Et je pense qu'à partir du moment où je peux aussi avoir des gens qui m'aident à écrire des shorts, ou par exemple, je sais que toi, tu fais pas mal des extraits de ton podcast là-dessus. Actuellement, je le fais pas. Je vais en tester un prochainement, mais je le fais pas pour plusieurs raisons. Une part, c'est que j'enregistre quasiment aucun podcast, donc j'ai moins d'opportunités. Mais aussi simplement, tu vois, c'est plus quelque chose ça que j'aimerais déléguer pour aller trouver le clip, le monter, le ressortir, etc. Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'opportunités de créer plus de contenu là-dessus, y compris plus d'une vidéo par jour, si je voulais mettre mon équipe dessus. Donc, clairement, l'expérience est déjà pertinente puisqu'en fait, j'ai atteint mon objectif de 1 mois en genre 12 ou 13 jours. Donc, j'ai très probablement continué. Ce qu'il faudra que je trouve, c'est une manière de faire. Tu vois, est-ce que je prépare genre 1 mois de short à l'avance? Est-ce que j'ai mon équipe qui m'aide à écrire? Est-ce que je recrute une personne dédiée aussi pour travailler là-dessus? Il y a pas mal de manières de faire. La philosophie que j'ai actuellement, c'est pour lancer le truc, je le lance tout seul, j'apprends à faire. Et une fois que j'ai appris à faire, je peux construire un process autour de ça et avoir des gens qui vont m'aider. Donc, il est sauf si tout se pète la gueule sur les prochains jours où ça devient un méga relou de le faire, c'est quasiment sûr que je vais vraiment continuer pendant un moment. Ça marche. Ok, moi c'est cohérent. C'est vrai que tu disais faire des extraits d'interviews, ça peut bien marcher. Pour te partager un petit peu mon expérience, je trouve qu'il y a vraiment, pour les personnes qui, comme toi et moi, ne vont pas forcément essayer de faire les TikTok les plus divertissants possibles parce qu'on n'a pas forcément la personnalité ou même le talent, parce que c'est un vrai talent en fait de divertir et de capter l'attention très rapidement. En fait, les extraits d'interview, ça marche assez bien, j'ai remarqué, parce que ça te met directement dans la conversation de deux personnes. C'est comme si tu te téléportais dans la pièce où les personnes font l'interview. Et du coup, c'est sûrement un biais aussi psychologique, tu vois, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais tu as cette impression de voir la conversation limite de manière illégale, comme si tu pouvais rentrer dans la pièce où les personnes discutent, et tu as cette envie de rester en fait dans la conversation. Tu vois, c'est un truc que j'ai ressenti lorsque j'ai vu pour la première fois des extraits sur TikTok de podcasts, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais reproduire ça avec mes podcasts. En plus, ça en fait une bonne promotion, tu vois, il y a des extraits qu'on fait 1 million de vues parfois ou 1,8 million, alors que le podcast en soi il fait quelques milliers de vues ou quelques dizaines de milliers de vues, tu vois, mais ça fait vraiment une bonne promotion des podcasts, j'ai l'impression. Le vrai problème d'un podcast, et c'est aussi pour ça que les extraits, même sur YouTube directement de podcasts, ont toujours bien fonctionné, c'est qu'il y a pas vraiment une viralité inhérente sur les podcasts. Genre, Apple Podcast, c'est pas un algorithme de recommandation incroyable, quoi. Et c'est difficile de rentrer dedans. C'est-à-dire que même si tu découvres un nouveau podcast, c'est un engagement de, je sais pas combien de temps durent tes épisodes, mais tu vois, d'une heure sur un épisode. Les miens, ils durent parfois 1h30. C'est un gros engagement pour rentrer dedans, quoi. Donc le fait de pouvoir dire, ok, voilà une pépite de contenu que tu peux consommer en 1 minute ou en 2 minutes, c'est une manière beaucoup plus facile simplement pour les gens d'avoir un petit échantillon de podcast. Aussi, tu vois, tous les podcasts commencent pas forcément de la manière la plus explosive, tu vois. Si t'écoutes un podcast, souvent la partie la plus intéressante, c'est pas genre les 3 premières minutes. Donc, faut quand même t'investir un peu dedans pour en tirer beaucoup de valeur. Si on te sort ces petits éléments-là, tu peux dire, ok, je sais qu'il va y avoir des pépites qui vont arriver. Et donc, à mon avis, c'est des portes d'entrée qui sont vraiment bien en fait pour promouvoir un podcast. Parce que si tu te reposes sur la viralité inhérente du format podcast,
Tu peux monter quelque chose, mais ça prend vraiment des années en fait, de pouvoir développer une audience. Ok, c'est vrai. Et justement, je me posais un petit peu la question, je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus, parce qu'en soi, les personnes qui créent souvent des TikTok ou des Reels et qui fonctionnent bien, ce sont souvent des personnes qui sont formées déjà un petit peu sur la création de contenu, mais qui aussi font attention eux-mêmes à leur création de à leur consommation de contenu. Et toi, tu es quelqu'un qui lit beaucoup, tu en parlais, tu disais que tu avais fait une détox de dopamine en début d'année et que ça te posait aucun problème de passer moins d'une heure sur les réseaux par jour. Est-ce que t'as pas un petit peu peur pour le taux d'attention des consommateurs? Et est-ce que c'est bien aussi, comme tu le fais, de faire des podcasts qui vont avoir qui vont être des vidéos plus longues, qui vont pas forcément chercher à capter toujours l'attention des personnes? Et ouais, est-ce que t'as pas peur que les formats courts cassent encore plus le taux d'attention des personnes qui regardent les vidéos sur ces plateformes? Personnellement, je sais pas parce que c'est pas mon expérience en fait individuelle. C'est-à-dire que moi, ce que je consomme le plus sur YouTube, j'aime bien les grosses vidéos d'analyse, tu vois. Mais y compris les trucs indécents, tu vois, où le mec a passé 3 heures et demie à te parler d'un truc, enfin juste absolument délirant, tu vois. Donc une référence pour les gens qui se demandent à quoi ça ressemble, il y a un mec qui s'appelle H. Bomber Guy, qui fait des vidéos, donc souvent sur les trucs de pop culture, jeux vidéo, etc. Il va sortir des trucs sur une vidéo tous les 6 mois et sur des trucs méga longs. Et moi, en fait, je sais pas, j'accroche bien à ce type de contenu où tu vas avoir une personne qui a une obsession qui va aller à fond dans son sujet. Et moi, c'est également ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube principale, d'aller à fond dans les sujets. Et finalement, tu vois, les gens continuent à passer voilà, 30 minutes, 35 minutes à me regarder analyser un Kim Kardashian ou The Rock ou Conor McGregor et ça fait 300 000 vues, tu vois. Et donc du coup, bah, j'ai pas l'impression que nécessairement les gens aient pas d'attention. Je pense que les gens ont plus d'exigences. Évidemment, tout ce que je produis sur YouTube, c'est très écrit, c'est monté. Je me fais chier en me disant, bah, je vais juste raconter des trucs intéressants, enlever tous les trucs qui sont pas intéressants et faire le travail moi en amont. Qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des hauts et des bas et des twists et des surprises et des machins, etc. Mais je le vois pas en mode les gens ont pas d'attention, puisque finalement je demande quand même aux gens d'être avec moi pendant 35 minutes. Je le vois plus en mode les gens ont un niveau d'exigence et ils me donneront moins le bénéfice du doute si en fait ce que je raconte n'est pas intéressant. Donc là-dessus, tu vois, aller faire des shorts, moi ça me dérange pas dans la mesure où je sais derrière que les gens peuvent regarder des vidéos plus longues tant que les vidéos sont intéressantes, et je pense que les vidéos que je produis elles continuent à fonctionner parce qu'elles sont intéressantes. Donc après sur le format podcast, pour moi c'est un format un peu différent. Moi j'ai du mal aussi à m'asseoir devant un podcast, etc. Je les écoute en audio pendant que je fais autre chose. Et là pour le coup le format podcast est idéal. Pourquoi? Parce que comme il est moins intensif, tu peux plus facilement faire autre chose. Genre écouter une vidéo YouTube Marketing Mania pendant que tu cours, ça va être dur, tu vois, parce qu'en fait, tellement chaque mot, chaque phrase a un objectif. Si genre tu m'oublies pendant genre presque que 5 secondes sur une de mes vidéos YouTube, mon script est tellement dense qu'en fait, t'as totalement décroché, tu vois. Alors que sur la conversation qu'on a, si les gens rêvassent pendant 5 secondes pendant que je suis en train de faire ma réponse, c'est pas grave, tu vois. Donc voilà, le format podcast, il est différent, il est effectivement plus long, il est plus posé, mais il a une autre place dans la vie des gens qui est quelque chose que les gens peuvent écouter pendant qu'ils vont courir, pendant qu'ils font la vaisselle, pendant qu'ils sont dans la voiture, dans les transports, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours beaucoup consommé de podcasts. Même les gens qui regardent des podcasts sur YouTube, en fait. Moi, j'ai plein de gens qui regardent mes podcasts sur YouTube. Et en fait, tu leur demandes, mais pourquoi vous regardez des podcasts sur YouTube, quoi? Vous n'avez pas entendu parler du smartphone? En fait, ils l'écoutent pendant qu'ils bossent. Ils bossent et en tâche de fond, ils ont un podcast qui tourne, en fait. Et donc, du coup, bah, c'est un format tu vois, qui remplit un rôle différent. Et je pense que les gens à différents moments cherchent différents niveaux de stimulation. Personnellement, je suis pas méga convaincu par cette théorie de les gens ont plus d'attention parce que bah, Netflix, ils sortent des séries, les gens les binge-watch et ils vont regarder une série Netflix pendant 4 heures d'affilée parce que le truc est conçu pour capter leur attention, quoi. Et Netflix est pas particulièrement connu pour aller sur des formats de quelques minutes parce que les gens ne regardent plus des formats longs. Pourtant, ils sont totalement drivés par les chiffres. Donc je pense que si le contenu est intéressant, les gens le regardent. C'est juste que le niveau d'exigence est assez élevé. Et moi, ça me dérange pas de faire face à ce niveau d'exigence élevé. En fait, ça me dit que ce que je produis, bah, il doit être bien, quoi. Il doit être intéressant, il doit captiver les gens. Et pour moi, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, l'enjeu est un peu le même.
Et d'ailleurs, je ressens pas sur TikTok plus de pression de maintien d'attention que sur YouTube, hein. Pour moi, sur YouTube, chaque minute de contenu doit payer son loyer, quoi. Si j'ai une minute de contenu qui est nulle et qui doit être coupée, bah, le script aurait dû être coupé, quoi. Il n'y a pas de minute de contenu molle sur mes vidéos. Et c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention. Et donc, du coup, bah, sur TikTok, c'est pareil, quoi. Il y a pas de minute de contenu molle sur TikTok. Il faut que le TikTok il soit intéressant du début à la fin. Euh, et voilà. Et je pense que la même chose est vraie pour un film au cinéma, qui peut avoir un rythme différent, mais fondamentalement, si tu as une scène qui apporte rien au film, et ben, le réalisateur aurait dû couper cette scène, en fait, pour que, le tout, tu vois, en bénéficie et soit plus impactant. Donc, voilà. Moi, c'est ma réponse. Moi, je suis pas particulièrement inquiet à ce sujet. Alors, parfois, les gens me disent que c'est un biais personnel, parce que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ces réseaux. Je crois que ça affecte pas d'autres personnes différemment. Et c'est possible que, tu vois, c'est possible que ce soit aussi une partie de mon explication, tu vois, que je sois biaisé par mon expérience personnelle, où moi, j'ai pas l'impression que ma durée d'attention soit moindre, tu vois. Mais après, je regarde, tu vois, les gens qui jouent à Fortnite pendant des heures et des heures, bah, tu vois, ou qui regardent Netflix, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la société qui sont capables d'être fascinés par quelque chose si cette chose est suffisamment intéressante. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être un biais personnel parce que toi, peu importe à quel point les contenus seront bien montés et seront divertissants, tu arriveras toujours à prendre une après-midi pour lire et pour te déconnecter. Mais je te posais la question parce que moi, en effet, j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est à cause du contenu vertical, mais je me surprenais parfois à discuter avec mes parents même ou avec une personne, et puis à regarder mon téléphone à côté ou à juste checker une notification, un truc que je faisais pas avant, tu vois. Mais en effet, je pense que c'est pas aussi dramatique que ça, et je pense qu'en tout cas, les personnes comme toi qui créent à la fois du contenu vertical et du contenu très long de podcast ou d'analyse contribuent à aussi aider les personnes à rester sur une vidéo et à s'intéresser vraiment à un sujet et pas juste binge-watcher une vidéo sur laquelle tu vois, qu'ils vont oublier en 15 minutes après, tu vois. Donc, je te remercie pour ça, entre guillemets, si je m'intéresse à tout ça et si je m'intéresse au taux d'attention. On parlait du contenu vertical, on a parlé pas mal de TikTok. Pour moi, il y a eu deux gros changements dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne ces dernières années. C'est donc ce contenu vertical qui est arrivé et qui a changé beaucoup de choses. Et aussi, forcément, le Web 3, le Web 3.0, que tu abordes un petit peu en parlant du métaverse. J'avais juste une question que je voulais te poser, à laquelle je t'ai pas entendu vraiment parler du sujet depuis ta dernière interview. Est-ce que tu es un optimiste des crypto-monnaies? Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies? Et quel est ton avis sur tout ce Web 3.0 duquel on parle de plus en plus? Par rapport à la moyenne des gens, je suis positif sur les crypto-monnaies. Par rapport à la moyenne des fans de crypto-monnaies, je suis probablement plutôt cynique sur pas mal d'éléments, tu vois. Donc moi, je pense que fondamentalement, c'est des bonnes idées. J'ai investi dedans, mais juste une petite partie de mon argent. Et je pense que, en fait, moi, c'est vraiment l'arrivée des NFT notamment qui m'a intéressé beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où il y avait juste des coins, c'était juste qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre, etc. Avec l'arrivée des NFT, il y a toute une surcouche de marketing, de persuasion, de signalement, similaire à l'industrie de la mode ou à l'industrie de la musique, que je trouve extrêmement intéressante. D'ailleurs, la vidéo que je sors aujourd'hui au moment où on enregistre, donc elle sera probablement sortie au moment où les gens écoutent, c'est sur le Bored Ape Yacht Club. Donc c'est sur les NFT, la manière dont ils sont marketés, la manière dont on construit ces communautés. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc les gens vont me dire que c'est absurde, mais en fait, moi, j'aurais pu te dire depuis des années que la mode, les marques, les logos, les collections de timbres, suivre une équipe de foot, etc. C'est pas moins absurde. C'est pas moins absurde d'être fan du PSG que d'être fan des CryptoPunks, fondamentalement. Et pourquoi est-ce que les gens sont fans du PSG? Bah, depuis des années, moi, j'ai développé une théorie de me dire, bah, ils en trouvent une appartenance, ils y trouvent une identité, ils y trouvent un lien avec leur communauté, ils y trouvent une cohérence dans leur vie, ils y trouvent une excitation du match, ils y trouvent voilà, la sensation de faire partie d'un mouvement, etc., qui pour moi est totalement applicable sur tous les éléments de Web3. Ce qui veut dire que même si finalement ton projet de Web3 ne fait pas quelque chose que tu n'aurais pas pu faire par un autre moyen, il apporte une valeur inhérente dans cette appartenance. Et toute cette idée d'avoir un club
où les gens qui sont membres du club via un NFT sont aussi propriétaires du club et donc ont un incentive ont une motivation, une chose à gagner à faire la promotion de ce club, à le cultiver, etc. Donc supposons que tu as une communauté en ligne et voilà, qu'est-ce que les gens ont gagné à participer dans cette communauté? Ben potentiellement, les gens les trouvent cool et ils se font des amis et potentiellement ils trouvent des clients, etc. Maintenant, si ils ont une part dans les gains futurs de la communauté, tu peux monter une communauté en grade et avoir des gens qui vont aider parce que si la communauté a plus de valeur, leur NFT a plus de valeur. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a plein d'éléments qui deviennent intéressants d'un point de vue psychologique. Et je pense que la raison pour laquelle moi, je vois cet angle-là que beaucoup d'autres personnes ne voient pas, c'est simplement parce que moi, j'ai passé les 10 dernières années à réfléchir en termes de copywriting, en termes de positionnement et en termes de valeur intangible. Pourquoi est-ce que les gens achètent certains produits plutôt que d'autres? Pourquoi est-ce que les gens payent plus cher pour cette marque plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que les gens sont irrationnels dans le fait d'être fan de foot ou dans le fait d'être fan de politique, etc. Et c'est simplement me dire, ils en dérivent une valeur qui n'est pas évidente, qui n'est pas rationnelle, mais qui est juste une valeur émotionnelle, c'est fondamental. Parce que si tu dis, ok, tout ce qui n'est pas une valeur rationnelle, matérielle n'a pas de valeur, bah du coup, tu es en train de dire que l'amour, la famille, la liberté, tu vois, l'espoir, etc. n'a pas de valeur. Donc d'un coup, tout ce qui est le plus valorisé dans l'esprit humain, sont pas des éléments qui sont purement rationnels. Et donc du coup, à ce niveau-là, moi je trouve que tout ce qui est crypto a beaucoup de potentiel, mais il y a 80% de trucs qui sont des projets qui vont exploser et des arnaques. Et les deux sont pas compatibles. Le fait de penser qu'il y a des bonnes idées, le truc c'est qu'au départ du web, le web c'était fondamentalement une très bonne idée qui allait changer le monde, et aussi 80% étaient des arnaques ou du porno, quoi. Donc c'est pas incompatible que finalement ils puissent en tirer quelque chose de bien. Ok, c'est vrai que c'est un gros bordel de psychologie humaine et en même temps de rareté, de peur de manquer, de FOMO. Donc je pense que étant un connaisseur de psychologie humaine, tu dois regarder ça un petit peu d'un point de vue extérieur et te régaler quand tu vois les différences d'avis ou même juste les réactions après un projet qui monte, un projet qui descend. Et je t'imagine regarder ça avec ton popcorn, tu vois, et analyser les réactions des gens alors que tu vois, il y a plein de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie humaine en jeu. Et donc, c'est même pas une question que j'avais prévue, mais en fait, est-ce que si un jour quelqu'un voulait lancer un projet NFT et qu'il avait besoin d'une campagne marketing ou de rendre le projet plus séduisant, est-ce qu'il faudrait passer par toi? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait ou juste tu vas analyser ça de l'extérieur? Alors, sur la question, fondamentalement, le truc, c'est que moi, je fais pas vraiment de consulting et ça fait des années que j'en ai pas fait. Simplement parce que j'ai pas vraiment le temps en fait de travailler sur des projets qui sont externes et ça demande beaucoup. Si tu veux faire du marketing, parfois les gens pensent que le marketing c'est une espèce de surcouche qui arrive à la fin. Pour moi, le marketing c'est un peu le cœur de tout. Tu vois, pour moi la politique c'est purement du marketing. En fait, tu vois, il y a rien derrière qui n'est pas du marketing. Et le design de produit, le choix de quel produit tu vas créer. Pour faire du marketing sur un projet, il faut comprendre le truc dans ses racines les plus profondes. Donc, pourquoi les gens en face vont acheter, donc qui sont les concurrents de tout ce qui se trouve, quelle est l'histoire qu'on se raconte, etc. Donc, ça demande énormément de contexte de faire du marketing. Tu peux pas juste arriver et dire, tiens, j'ai une bonne idée de pub et on va faire ça. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, j'aurais pas le temps de faire du consulting. Moi, personnellement, tu vois, je serais pas contre le fait de lancer un projet NFT si je pouvais trouver la manière de le faire de la bonne façon. C'est-à-dire d'un point de vue à la fois technique et d'un point de vue qu'est-ce que ça apporte, quoi, pourquoi est-ce que les gens sont dedans. Donc si j'arrivais à trouver un moyen et j'avais le temps, etc., de monter une communauté, par exemple, liée à un NFT ou un élément comme ça, moi je trouverais ça intéressant. Ça m'intéresserait de travailler sur ce type de projet, peut-être pas en tant que consultant extérieur, j'aurais pas le temps, mais si ça pouvait être d'une certaine manière intégré à ce que je fais déjà, tu vois, ça pouvait être additif au reste et ça pouvait construire ce que j'appelle le flywheel, c'est-à-dire le cercle vertueux de mon business, ça m'intéresserait. Moi, tu vois, j'ai pas de... J'ai l'impression que sur les cryptos, les gens sont soit des purs croyants et ça va changer le monde et c'est bien et tous les gens qui comprennent pas ont rien compris, soit c'est l'enfer, l'environnement, le capitalisme, c'est pas bien, il faut arrêter avec ça. Et en fait, moi, je suis un peu en mode... je trouve qu'il y a des trucs intéressants, mais je suis pas non plus un pur de pur, mais s'il y avait l'opportunité de faire un truc bien, je le ferais, quoi. C'est pour moi, en fait, fondamentalement, la seule position pragmatique à avoir, hein, parce que
Tous les autres positions sont des positions dogmatiques et idéologiques, et je me sens pas obligé de dire c'est tout bien ou c'est tout mal. Tu vois, je pense que globalement, il y a des bonnes idées, et globalement, il y a aussi beaucoup de trucs qui sont pas intéressants, mais que donc du coup, si tu le faisais bien, il y a plein de trucs à mon avis qui peuvent être faits de manière efficace. Et moi, ça m'intéresserait de faire. Après, voilà, c'est quand tu as déjà des projets qui sont en cours, il faut toujours réfléchir à comment est-ce que les pièces du puzzle s'imbriquent. Et actuellement, j'ai pas de vision de comment ça s'imbrique dans mon puzzle actuel. Mais ça pourrait venir. Ok, ok, c'est intéressant. Bah justement, c'est une question que je voulais te poser parce que ces dernières années, donc tu as eu deux gros projets, notamment professionnels, je parle, hein, parce qu'on sait que tu es devenu parent il y a quelques années. Niveau professionnel, tu as sorti un livre, tu avais passé quasiment un an à l'écrire et tu avais aussi créé ton école de formation en ligne qui était Schoolmaker. Est-ce que l'année 2022, elle est dédiée à un projet également ou est-ce que c'est une année plutôt charnière entre un projet qui va venir et un projet qui vient de se terminer? Est-ce que tu as un gros projet dédié à cette année et que tu peux en parler surtout? Ouais. Euh, donc la différence entre les deux éléments dont tu as parlé, c'est que mon livre, qui s'appelle Votre empire dans le sac à dos, je l'ai écrit sur l'année 2019, j'ai lancé début 2020, c'était beaucoup de boulot, mais c'était fini. Tu vois, une fois que ton livre est sorti, ton livre il est sorti et tu l'as pour toujours et c'est cool parce que du coup, c'est vraiment le livre, c'est comme un investissement, tu vois. C'est tout l'effort et au départ et après t'en tires les bénéfices sur le long terme. Donc moi, tous les jours, j'ai des gens qui achètent mon livre, qui vont en librairie à la Fnac, qui achètent le livre ou sur Amazon, qui laissent des évaluations, etc. Donc les gens continuent à le lire. C'est un livre moi que j'ai écrit avec l'objectif explicite. Tu peux regarder toutes les interviews que j'ai fait à l'époque, explicite. Je veux que sur les 10 prochaines années, quand on te dit c'est quoi les 5 livres à lire sur l'entrepreneuriat, ce livre il ressorte. Donc je l'ai écrit spécifiquement pour qu'il ne puisse pas devenir daté. C'est pour moi l'erreur de la semaine de 4 heures, c'est que la semaine de 4 heures, c'est super daté en fait. Il te donne plein de sites, littéralement tu tapes le site sur internet, erreur 404, ça n'existe pas. Et il te donne plein de références en mode comment tu vas gagner de l'argent, tu vas créer, tu vas dropshipper des t-shirts sur AdSense, enfin un truc qui aujourd'hui ne marche pas du tout. Donc du coup moi j'ai écrit mon livre spécifiquement en disant il pourra être vendu sur le long terme, mais il n'y a plus de boulot. Schoolmaker, c'est un logiciel que j'ai lancé. Donc les gens qui veulent créer leur formation en ligne, ils peuvent aller sur Schoolmaker et créer leur école et vendre leur formation directement depuis Schoolmaker, avec la différenciation que on te permet de créer ce qu'on appelle des formations hybrides. C'est-à-dire qu'au lieu de juste donner des vidéos aux gens, tu vas pouvoir leur donner des vidéos, mais également pouvoir avoir un accompagnement derrière où tu vas accompagner les gens, tu peux faire du coaching, des lives, etc. Tu peux avoir ta communauté qui est intégrée, tu peux leur donner des étapes sur leur formation, etc. Donc c'est une plateforme de formation, on a plein de concurrents. Mais là où on est unique, c'est qu'on a ce côté formation hybride avec l'accompagnement, avec le coaching pour les gens qui veulent faire des formations plus poussées, en gros plus premium. Mais ce projet qui a été lancé fin 2020 n'est pas du tout terminé. On travaille toujours activement dedans. Donc contrairement au livre où une fois que tu l'as lancé, c'est fini, une fois que tu as lancé le logiciel, c'est juste le départ. Donc on a lancé le logiciel, on a eu des centaines de clients qui sont arrivés. C'était bien parce que tu vois, ça a fait, je ne sais plus exactement, mais c'était entre 200 et 300 000 euros sur la première semaine de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on avait plein de gens qui sont rentrés. Mais du coup, tous ces gens qui sont rentrés, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu continues à développer le truc et que tu le rendes encore mieux, puisqu'ils sont rentrés dans l'idée que ça va devenir vraiment encore mieux. Donc, on sort constamment des nouvelles fonctionnalités. Là, au moment où on se parle, je suis en train de travailler on a refait toute l'interface, on va faire la version 2, etc. Donc, pour répondre à la question le projet de l'année, ça reste, si tu veux, moi, maintenant, j'ai les deux parties. J'ai le côté marketing mania, donc créateur de contenu plus traditionnel où je fais mes vidéos, maintenant mes TikTok et je vends mes formations derrière. Donc en gros, je fais des vidéos, je capture les adresses email des gens, j'ai une newsletter qui s'appelle le Mix du lundi et de temps en temps, je propose des formations payantes, donc les gens les achètent, etc. Donc ça, c'est une partie de mon business. Et l'autre partie, c'est le logiciel où du coup, là, on a des développeurs et on développe le logiciel et on a des clients qui rentrent pour héberger leurs formations, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va construire sur le temps. Donc pour moi, la manière dont je le vois, c'est que la partie formation en ligne, c'est quelque chose qui est assez mature. Donc j'ai une grosse audience, mais mon audience, elle grossit moins vite qu'avant. Tu vois, il y avait des années où je pouvais doubler mon audience. Aujourd'hui, j'ai 428 000 abonnés ou un truc comme ça sur la chaîne principale. Il y a peu de chances que je termine l'année à 800 000. Tu vois. Si je termine l'année à 500 000, j'aurais eu une bonne croissance. Tu vois. Donc le taux de croissance, il est plus dur à avoir là-dessus. Et pareil sur le chiffre d'affaires. Tu vois, on continue à le grossir, mais en fait l'année dernière, on a dû grossir de 30%, alors qu'il y avait des années où je faisais x4 avant. Donc pour moi, c'est un business qui commence à être assez mature, où j'ai capturé une grande partie des gens qui sont là. Et donc du coup, j'ai à côté un business qui est plus petit de logiciel, mais qui est en plus forte croissance et qui dans le futur pourra devenir quelque chose d'énorme. Notamment parce que c'est quelque chose qu'on va faire à l'international.
Donc on a déjà des clients un peu dans différents pays, etc. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients dans le monde entier pour un logiciel que pour un business de formation, parce qu'il faudrait recréer tout le contenu dans les différentes langues, etc. Alors qu'un logiciel, tu le traduis, c'est pas très compliqué à traduire un logiciel. C'est un petit peu de travail, mais c'est pas très compliqué. Versus une formation qui prendrait des dizaines d'heures à traduire. Donc moi, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont ça. J'ai ce projet qui est stable, qui est là, qui est qui finance tout, quoi, qui est le cœur de tout. Et derrière, tu réinvestis une partie en fait de tes bénéfices dans un projet qui va prendre plus longtemps, qui a plus de potentiel et qui peut devenir énorme. Et pour moi, c'est Schoolmaker. Et donc moi, Schoolmaker, ça va être un énorme focus pendant encore 3 ans minimum, quoi. Je pense qu'au total, ça va me prendre 5 ans entre le moment où j'ai lancé le projet et le moment où je me dis, en fait, là, il est tellement sur des rails que je peux le laisser tourner, pas en autonomie, mais disons avec une équipe autour et plus vraiment besoin de m'en occuper au quotidien. Ça prendra environ 5 ans à peut-être 7 ans d'en arriver là. Donc pour moi, ça reste un énorme focus, ce qui fait que toute mon énergie annexe voilà, à la marge, tu vois, en fait, finalement, est prise par ça, quoi. Donc j'ai ce qui fonctionne déjà et ce qui va fonctionner dans le futur. Et ça me suffit. Donc, rien de nouveau, mais on est sur la continuité de ce que tu m'as mentionné à l'instant. Ça marche, ok. Et j'avais une question un peu plus personnelle que j'avais envie de te poser suite à une vidéo, en fait, justement, où tu annonçais que tu allais être papa. Parce qu'en fait, tu dois avoir quelques années de plus que moi, mais t'as pas encore la trentaine. J'ai la trentaine. T'as la trentaine là? J'ai 30 ans. Ah ouais, cette année? Ok. Ouais. Ok, oh la loose. J'avais pas l'info. Il y a 6 mois. Ok, Ouais. ok, bah tu fais un peu plus jeune. Je t'aurais donné 26, 27, je pense, tu vois. Bah, merci. Ouais, donc toi, t'as 24, c'est ça? Ouais, j'ai 23. Je suis de 98. Ok, 23. Ok. Donc, Donc on a quand même un peu plus d'écart que ça. ouais, ok. Mais en fait, la question que je voulais te poser, si tu veux bien y répondre, c'est que la première fois que j'ai entendu l'info, j'ai fait, comme dans ma tête justement, t'avais 26 ou 27, je me suis dit, c'est vrai que par rapport à mes potes, il a été père assez jeune, et c'est souvent une question que se posent les entrepreneurs, ils se disent, moi, je penserai aux enfants seulement lorsque j'aurai ma situation stable professionnellement, etc., que mon business aura déjà bien avancé. Est-ce que c'était ta position aussi de te dire je serai pas père tant que j'aurai pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant et que j'ai pas un business qui tourne déjà bien, et est-ce que sinon c'était une volonté de devenir père assez jeune, si selon toi c'est assez jeune pour pouvoir éduquer l'enfant en étant toujours avec beaucoup d'énergie et puis le faire assez jeune pour qu'il ait des souvenirs de toi assez jeune comme père. Moi, je considère que je suis devenu père assez jeune, parce qu'en fait, je suis devenu père plus jeune que mon propre père. Donc, c'est un peu de ta référence, tu vois. Donc après, à ce niveau-là, moi, mon business, il tournait déjà extrêmement bien. Donc, ma fille, elle est née en 2020. Elle est née après, au moment où mon livre est sorti. Donc, pour te dire, voilà, à ce moment-là, moi, j'avais un business, j'avais plusieurs employés, je sortais un livre avec un gros éditeur. Je travaillais sur mon logiciel à côté, donc j'avais déjà suffisamment de temps et d'argent pour investir dans le logiciel à côté, etc. Pour moi, tu vois, c'était déjà, j'avais pas de soucis financiers déjà à cette époque. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a un côté où tu te dis, parfois tu vois des gens, genre, tu vois, ils ont vendu leur boîte et après ils ont des enfants une fois en gros, ils ont attendu d'avoir fait tout le trajet entrepreneurial, ils vendent la boîte et après ils ont des enfants. Donc je pense que c'est une expérience assez différente parce que tu as beaucoup plus de temps. Moi, je suis un peu dans l'idée de me dire que les années que je suis en train de me dire vont être les années les plus intenses de ma vie, en fait. Parce que je vais avoir des enfants en bas âge, je vais avoir tout le business, la création de contenu, etc. que je fais très activement. Et en plus, je lance essentiellement ce qui est une startup avec Schoolmaker. Même si maintenant on a pas mal de clients et de chiffres d'affaires, mais ça reste encore quelque chose où je me dis, ça doit faire encore x10 ou x30 par rapport à là où c'est actuellement. Donc pour moi, c'est des moments très intenses. Et là où potentiellement, tu vois, c'est plus que sur la question financière, c'est la question de si t'attends d'avoir 37 ans pour avoir des enfants, potentiellement à ce niveau-là, t'es beaucoup plus posé, tu travailles pas autant, t'as pas autant d'ambition, tu vois. Moi, je pourrais travailler moins, hein, mais j'ai aussi cette idée de me dire, est-ce que tu as envie d'avoir plafonné à 28 ans, quoi? Pas vraiment, tu vois. Tu as envie de te dire, ok, t'as 30 ans, dans le futur, j'aurai un business qui va être 10 fois plus ambitieux que ce que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis encore sur cette trajectoire de monter à fond, ce qui demande beaucoup en termes de temps. Et puis après, avoir des jeunes enfants, ça demande aussi beaucoup en termes de temps. Donc ça squeeze un petit peu les deux. Mais il y a un autre aspect où je me dis, si tu as envie de faire quelque chose,
et que tu sais que tu veux le faire et tu as décidé que tu voulais le faire, ça a peu de sens, en fait, de traîner les pieds. Donc, pour prendre une analogie, si tu as envie de monter un business, puis on se dit, OK, je vais attendre le moment parfait pour monter un business, ça n'a pas de sens. Si tu as envie de monter un business et tu sais que c'est ça le business que tu veux faire, fais-le maintenant. Il vaut mieux le faire plus tard que après. Donc, à partir du moment où tu as décidé que tu allais avoir des enfants avec cette personne et que tu es prêt, tu te dis, ouais, on a pris la décision, mais est-ce que ça a du sens de délayer pendant X années? Ben, pas forcément, tu vois, finalement. La philosophie, c'est plutôt fais les choses le plus tôt possible. Et, euh, et finalement, moi, tu vois, j'avais pas forcément à l'origine mis une deadline là-dessus, tu vois. C'est juste quand le truc s'est présenté, quand tu y réfléchis, tu dis est-ce que tu as envie de le faire? Et la réponse, c'est oui. Et en fait, tu dis qu'est-ce qui me bloque? Et ce qui me bloque, c'est juste une peur abstraite que tout le monde a quand tu penses à avoir des enfants, qui est de se dire est-ce que je vais pouvoir faire face, est-ce que je serai un bon père, est-ce que j'aurai encore du temps pour faire des choses, etc. Qui est une peur finalement qui sera toujours présente, quoi. C'est pas une peur que tu peux vraiment surmonter intellectuellement. C'est comme la peur de si je lance mon business, est-ce que les gens vont est-ce que je vais échouer, ou tu peux pas vraiment surmonter cette peur sans avoir essayé, quoi, sans avoir traversé le défi. Et donc du coup, en y pensant de cette manière, voilà. Après, j'ai eu un enfant, tu vois. Je pense que la position serait peut-être différente si j'avais eu un enfant à 21 ans, tu vois. J'ai eu un enfant à 28, ce qui est plutôt que, je pense, la moyenne aujourd'hui. Mais c'est pas, voilà. Surtout parce que moi, j'ai commencé très tôt à bosser. Enfin, pas plus tôt qu'une personne qui a été apprenti ou un autre truc comme ça, mais disons que j'ai commencé mon business en ligne euh, à l'âge de 20, 21 ans. Et en gros, à l'âge de 25 ans, j'avais vraiment décollé, tu vois. Donc aussi à cet aspect à ce stade-là, j'étais aussi dans un moment de ma vie. Et je trouve que le business learning, ça te fait maturer, hein. Parce que assez rapidement, moi, j'ai commencé à prendre la responsabilité pour avoir des employés. J'ai commencé à me pointer sur ma chaîne YouTube pour parler devant des centaines de milliers de personnes, avec des gens qui vont me dire t'es qu'un sale capitaliste, t'es qu'un sale manipulateur de marketing, blablabla. Tu vois, avec des gens qui me détestaient, avec des gens qui m'adoraient, avec des gens qui me faisaient confiance pour me faire exploser leur business, avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi et qui me disaient c'est trop bien ce que tu fais, j'admire trop ce que tu fais sur YouTube, etc. Tu vois. Donc ça te met aussi des responsabilités et ça fait que à l'âge de 25 ans, quand tu as un business et que tu montes tout ça, ben tu as une maturité qui est différente d'un mec de 25 ans qui est dans un job de base et qui va en boîte tous les week-ends, etc. Tu vois, c'est aussi, ça te pousse à maturer d'une manière différente. Et moi, beaucoup de mecs que je connais qui ont monté des business à peu près au même âge, jeunes, etc. Et tu les vois et à 28, 29, 30 ans, ils sont solides, quoi. Tu vois, c'est des gars qui ont vécu des trucs, hein. Notamment les gens que je connais qui sont un peu dans tout ce qui est e-com, tu vois, et qui sont là et qui stickent des gros chèques, qui prennent des gros risques financiers, qui jonglent des fournisseurs et des négociations et des machins. Voilà, tu les rencontres, c'est pas le mec de 26 ou de 28 ans typique, quoi. Et c'est un mec qui est généralement prêt à avoir un enfant, en fait, s'il a la bonne personne et s'il a envie de le faire. C'est vrai. Et là, tu parlais des gens qui sont plutôt dans la bulle du e-commerce parce que c'est ton domaine. Et moi, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs ces dernières semaines pour le podcast ou aussi personnellement avec qui j'ai pas forcément tourné de vidéos et qui sont parfois dans le divertissement, tu vois. Et on peut parfois se dire, les youtubeurs dans le divertissement, même moi, je pouvais me le dire il y a quelques années, déjà c'est facile, on peut se dire c'est facile, ils ont juste à faire des blagues ou alors c'est des gamins, ils ont 28, 30, 35, 23, peu importe, et ils sont pas très matures pour leurs âges. Et en fait, quand tu les rencontres en vrai, déjà tu dois trouver un créneau parce qu'en fait, ils ont rendez-vous chez le comptable et après, ils ont rendez-vous pour leur société, tu vois. Et puis, quand tu les vois en vrai et que tu vois comment ils arrivent à jongler entre des problèmes professionnels, statistiques, influence, les problèmes qui sont liés à ça et les problèmes personnels, parce que quand tu les rencontres en vrai, tu te rends compte qu'ils ont aussi des problèmes personnels. Tout ça, en fait, tu te dis, ok, bon, je me suis trompé, et en fait, et c'est souvent des personnes beaucoup plus matures, en effet. Et c'est vrai que quand tu lances un business, et surtout, j'ai l'impression, sur Internet, tu grandis plus vite que en un an, tu prends 2 ans ou 3 ans de maturité, parfois, en fonction des problèmes que tu as à résoudre. Et aussi, tu parlais, comme forcément, toi, t'es dans la bulle aussi des entrepreneurs, et tu représentes ça, enfin, toutes les personnes qui ont lancé de près ou de loin un business avec qui j'ai parlé ces dernières semaines et à qui j'ai dit que tu étais sur le podcast te connaissaient, tu vois. C'est ça qui est marrant. Et même des personnes qui sont pas dans le business, qui sont tombées un jour sur une vidéo où tu parlais d'une célébrité qu'ils connaissent. Je trouve qu'il y a aussi une vision beaucoup dans l'entrepreneuriat où
limite l'amour ou le fait d'être père, c'est une distraction, tu vois. C'est un truc qui t'éloigne de ta mission, de ton but. Et moi, je suis pas père, donc je peux pas ressentir ça. Mais est-ce que t'as le sentiment que ça te donne encore plus envie de faire des choses et que lorsque tu vois ce bébé dans ce berceau et que tu te dis bon bah j'ai un nouvel être vivant sous mon toit, est-ce que finalement c'est pas ça qui te donne encore plus envie de faire des choses dans ta vie et de réussir encore plus de choses? Une chose que ça te donne, c'est que ça change tes horizons de temps. Donc au départ, quand tu commences sur le web, tu as vraiment un horizon de temps de qu'est-ce que je vais sortir dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà, c'est abstrait en fait de te projeter sur un horizon de 10 ans, même de 5 ans en fait. Si je te dis aujourd'hui tu vas faire quoi dans 5 ans, c'est une question bidon d'entretien d'embauche sur laquelle tu n'as aucune réponse en fait. Quand tu as un enfant, en fait tu regardes cet enfant et d'un coup tu te projettes sur 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout d'un coup le truc de me dire je suis pas capable de moi exactement savoir à quoi je vais ressembler dans 5 ans ou dans 10 ans, mais je sais que dans 10 ans ma fille elle aura 12 ans. Je sais à quoi ça ressemble une petite fille de 12 ans. Ça va à l'école, ça fait tel ou tel truc, tu vois, je peux me projeter tout d'un coup, je me dis, voilà, en fait, du coup, j'ai une période de temps devant moi, et donc du coup, c'est plus, moi, à l'époque, j'étais nomade digital aussi, je voyageais, moi, littéralement, ce que j'avais, c'était un bail de 1 mois, donc j'habitais en Asie, c'est plus facile à faire qu'en France, mais un bail de 1 mois, si dans un mois, j'ai pas envie de renouveler, je renouvelle pas, et je me casse avec mon sac à dos, et je vais autre part, tu vois. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, en fait. À un point où j'avais même pas envie de me poser quelque part pendant, enfin, ou en tout cas de m'engager sur un appartement ou une destination pendant plus d'un mois. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose où au départ, tu es vraiment sur du court terme. Et ce qui a changé pour moi quand ma fille est née, c'est tout d'un coup, tu te positionnes beaucoup plus sur qu'est-ce que je vais faire sur les années à venir. Et potentiellement, quand j'ai lancé mon business, ça aurait été dur de me dire, ok, je vais faire Schoolmaker et ça va me prendre 5 ans de vraiment arriver quelque part. Donc de vraiment arriver à un point où ça génère beaucoup de bénéfices, par exemple. Aujourd'hui, tout l'argent que je gagne avec Schoolmaker, je le réinvestis dedans, et je réinvestis encore de l'argent que je gagne autre part dedans, etc. Donc moi, ça me dérange pas de me dire, ok, bon, pendant 3 ans, ce truc-là, je vais bosser dessus, je vais gagner zéro argent. En fait, ça me dérange même plus, tu vois. Alors qu'à une époque, ça aurait été en mode, mais non, enfin, tu vois, ça n'a pas de sens j'arrive pas à me projeter sur une durée aussi longue. Et moi, je me dis plutôt, ok, ouais, je vais faire ça pendant 3 ans, ça va faire ça. Au bout de 5 ans, je serai là. Au bout de 7 ans, ça fera ça. Et comme ça, dans 12 ans, je pourrais faire ci ou ça. Pas que j'ai un plan nécessairement précis, tu vois, mais que ça devient un élément concret. Un gain, un investissement immédiat qui va me prendre des années d'investissement et de travail et d'effort pour avoir un gain qui ne se concrétisera que dans 7 ou 10 ans. Aujourd'hui, ça me semble parfaitement pertinent, tu vois, et cohérent. Alors qu'à une époque, j'aurais eu du mal à le voir. Et c'est pour ça, par exemple, que la première année où j'ai essayé d'écrire mon livre, en fait, j'ai pas réussi à l'écrire. Pourquoi? Parce que je pouvais faire une vidéo et la sortir dans 2 semaines, ou passer un an à écrire un livre et la sortir dans un an et demi. Et donc, du coup, ce délai d'un an et demi pour sortir un livre, il me semblait toujours trop long. Et j'arrivais pas à investir tout ce temps pour quelque chose qui allait être aussi distant. Euh, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins un problème. Ça a allongé mon horizon de temps d'une manière très concrète. Ok. Et j'imagine aussi que, bah, tu vois, pour nous, surtout depuis qu'on est adulte, 1 an ou 2, ça nous paraît vraiment pas très long. Je me souviens que quand j'étais petit, moi, 1 an, c'était une éternité. Je me rappelle que quand j'avais mon anniversaire, par exemple pour mes 12 ans, et que je me disais, va falloir que j'attende encore 1 an pour avoir un nouvel anniversaire, ça me paraissait énorme. Et j'imagine que peut-être ça te redonne, peut-être parfois ça arrête un petit peu le temps, tu vois, parce qu'on a tendance à le consommer de manière très facile. Enfin, le temps passe très vite, je trouve, ces dernières années, et peut-être que ça te donne plus envie de vivre, tu sais, ce fameux moment présent, et ça te ralentit peut-être un petit peu le temps. Malheureusement, c'est l'inverse. Ok. Pour moi, le temps a accéléré d'un truc de fou, quoi. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on est déjà à la moitié de l'année 2022, quoi. J'ai l'impression que c'était hier que l'année a commencé, le temps a accéléré un truc de ouf. En fait, ce qui se passe avec un enfant, c'est que l'enfant, il change tellement vite que, tu vois, toi, tu changes pas tellement vite dans ta vie, tu vois. Et tout d'un coup, ton enfant, d'un jour à l'autre, il va apprendre des nouvelles phrases. D'une semaine à l'autre, il va apprendre des nouvelles compétences. Un truc qu'il pouvait pas faire. En gros, tu vois, je vais donner un exemple très concret, mais entre le moment où ton enfant, il va faire son premier pas, donc il va passer des mois, des semaines à essayer de marcher, etc. À un moment donné, il va faire ses premiers pas.
littéralement 2 semaines plus tard, il marche parfaitement bien et il se balade partout, etc. Donc ton buffer entre il est pas capable de marcher et il est capable de parfaitement marcher, c'est juste 2 semaines en fait. Les évolutions, elles arrivent tellement vite et c'est tous les jours comme ça. Donc à mon stade maintenant, c'est plutôt des mots, tu vois. Elle va apprendre des nouveaux mots, de nouvelles phrases. Donc elle passe en l'espace de quelques mois d'avoir des mots et tu sais les 5 mots qu'elle a. À un moment donné, elle commence à avoir des nouveaux mots, tu sais pas où elle les tire et elle a de plus en plus de mots qu'elle a et elle en apprend tous les jours. Et à un moment donné, tu n'arrives même plus à tenir le compte des mots qu'elle connaît ou pas. À un moment donné, elle commence à faire des phrases. À un moment donné, elle commence à se parler dans différentes langues. Parce que nous, elle parle 3 langues, ma fille. Donc, elle commence à parler dans différentes langues. Je fais, OK, maintenant, elle connaît des mots que moi, je connais pas parce qu'elle parle thaï. Du coup, il y a une évolution super rapide, tu vois. Quand tu combines ça plus au fait, tu vois, d'avoir le business à côté, il y a l'impression que la vie, elle évolue super vite, en fait, par rapport à ce qu'elle avait autrement. Donc, voilà. Et puis, simplement, tu vois, le fait d'avoir plein de trucs à faire et d'avoir plein d'activités différentes, mais ce que ça te donne, c'est vrai que ça te donne un sens que le temps que tu as est précieux, tu vois. Que l'année 2022, tu vas jamais la récupérer. L'année où ma fille avait entre 2 et 3 ans, bah, elle est unique, tu vois. Alors que si c'est juste une année où je bosse, je me dis l'année prochaine, je pourrais aussi bosser et faire la même chose. Donc j'ai un peu cette idée que ce que je fais pas maintenant, c'est perdu, tu vois. Mais même, c'est la même idée que tu vois, te lancer sur TikTok. Si je me lance pas sur TikTok maintenant et que j'attends un an, et ben l'opportunité sera différente. Peut-être moindre, mais en tout cas, elle sera différente. Et l'idée que si tu as envie de faire les choses, il faut les faire maintenant. Et que voilà, que un an, ça fait une énorme différence. Tu vois, dans un an, ma fille, elle sera totalement différente. Et du coup, ça me donne aussi ce sens d'urgence, tu vois, et ce sens de me dire, t'as pas tant de temps que ça en fait dans ta vie, tu vois. Parce que la vie, elle est longue, mais fondamentalement, le temps que t'as avec tes enfants, c'est une quinzaine d'années, quoi. Au bout d'un moment, ils en ont marre de traîner avec papa et ils vont aller avec leurs potes faire des soirées. Et même le temps que tu as pour faire du business, tu vois. Je sais pas à combien de temps j'aurai l'énergie, la motivation, l'ambition de lancer de nouveaux projets. Il y a plein de gens qui font du business pendant des décennies, mais souvent ils ont monté des choses assez tôt et voilà. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Mais moi j'ai la sensation de me dire, je sais pas si dans 20 ans, tu vois, je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui et que le moment de le faire est maintenant. Ok. C'est une question que je me posais aussi vis-à-vis de ta fille. Est-ce que tu lui lis des contes d'enfants basiques ou est-ce que tu lui lis pour dormir Influence et manipulation de Robert Cialdini? Si tu veux savoir, est-ce que tu vois ce qu'est Peppa Pig? Ouais, je vois bien, ouais, ma cousine regarde ça, ouais. Ben voilà, voilà, Peppa Pig, c'est le truc du moment. On lui fait Peppa Pig. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand elle me donne. Parfois, on a des espèces de livres en taille. Et donc, du coup, ben, je sais pas ce qui se passe dans ce livre. Donc là, t'inventes un peu, tu lui racontes, t'inventes les Ok. histoires, quoi. Je lui raconte les trucs. Je lui invente un peu les histoires. Moi, mon père m'inventait beaucoup d'histoires quand j'étais enfant. Donc, je lui invente beaucoup d'histoires. Même si actuellement, elle aime bien quand il y a des images. Donc, j'essaye de faire sur la base de différentes images. Et après, de temps en temps, j'essaye de lui montrer mes vidéos. Ça m'a fait marrer parce qu'il y a son papa sur la télé, mais voilà, bon, je suis pas sûr que la valeur éducative soit présente actuellement. Mais voilà. Je lui lis pas encore Influence et manipulation, mais j'espère dans le futur faire un peu des ateliers business, tu vois, genre avec ma fille, lui faire OK, ce mois-ci, on va essayer de faire un site e-commerce et vendre, je sais pas, des t-shirts Peppa Pig à des enfants. Voilà. La fille, Des elle éléments comme ça. a 2 ans Je pour pense que son ça peut être cool. anniversaire. Je ferais un petit atelier en entrepreneuriat pour les enfants de l'école, tu vois. Petit Venez atelier, apprendre à faire des vidéos. petit atelier codage pour les 2 ans de la fille et de son entourage. Ouais, exactement. Ok. Et j'aime bien poser aussi quelques questions d'introspection pour finir les podcasts. Et donc là, tu me disais que tu viens d'avoir 30 ans. La vingtaine, pour moi, c'est une période un petit peu, bah, même carrément importante. Tu vois. Après, comme on le disait, chaque année est précieuse dans le développement d'un enfant, mais dans le développement d'un adulte, j'ai l'impression que c'est beaucoup la période d'entre 20 et 30 ans qui va aussi déterminer bah, les habitudes que va prendre une personne sur le long terme, son entourage professionnel, personnel. C'est une période qui est quand même assez importante. Maintenant que tu arrives à la fin de cette vingtaine, est-ce que tu es fier d'avoir fait des choses dans ta vingtaine ou
est-ce que tu as des regrets aussi dans ta vingtaine? Si tu devais faire le bilan sur cette période qui vient de s'écouler de ta vingtaine, qu'est-ce que tu en retiendrais de bien ou de moins bien que tu aurais pu faire mieux? Ben, moi, je suis vraiment content de la manière dont je l'ai écoulé parce qu'en fait, j'ai un peu tout fait ce que pourrais vouloir, tu vois. J'ai quand même pas mal voyagé. Euh, j'ai rencontré ma femme, j'ai eu ma fille, j'ai écrit un livre, j'ai monté mon audience, j'ai monté mon business, j'ai recruté des gens, etc. Enfin, j'ai un peu tout setup ce que j'aurais voulu faire. Tu vois, c'est un peu le grand chelem. Donc à ce niveau-là, je suis assez content. Après, ce qu'il faut voir pour les gens, tu vois, c'est un peu aussi du coup ce que j'ai pas fait, un peu ce que j'ai sacrifié. Donc il y a différents éléments. Un élément, c'est que pendant vraiment longtemps, encore jusqu'à il y a quelques années, j'ai été très anxieux niveau argent, quoi. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'argent en fait. Tu vois, j'avais très peu d'argent. Je gagnais très peu d'argent en ligne, donc j'arrivais à vivre, mais j'arrivais à vivre en étant cheap, tu vois, en vivant avec peu. Et, euh, et donc du coup, pendant longtemps, j'avais un petit peu cette pression permanente, cette anxiété de dire ok, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. J'avais pas le temps de me poser, j'avais pas le temps de euh, de faire autre chose ou des éléments qui étaient pas vraiment utiles d'un point de vue business. Donc pendant pas mal d'années, j'ai vraiment carburé à fond. Et encore aujourd'hui, je carbure pas mal, tu vois. Ce qui veut dire que fondamentalement, moi, je suis passé vite fait en école de commerce, mais les soirées, ça m'a gonflé assez vite. J'ai pas, tu vois, fait tant de voyages que ça avec des potes. J'ai pas forcément le temps, en fait, de faire des voyages avec des potes encore aujourd'hui, tu vois. Euh, donc finalement, j'ai sacrifié beaucoup d'éléments donc que les gens mettraient dans la catégorie vie sociale. Euh, et comment finalement je je le regrette pas tant que ça, tu vois. C'est genre si tu pouvais changer et avoir été en boîte toutes les semaines quand tu avais la vingtaine, est-ce que j'aurais pu le faire et quand même monter mon business probablement? Mais est-ce que ça m'aurait vraiment apporté des choses, tu vois, sur le moment, ça aurait peut-être été marrant, mais tu vois, c'est pas vraiment un regret que j'ai sur le long terme. Euh, donc voilà, je pense qu'à un certain point de vue, j'y réfléchissais en termes de qu'est-ce que je construis pour la suite, à un point où parfois ça a été excessif, à un point où tout était, tu vis uniquement pour le futur. Et ça, moi, j'ai été dedans pendant un bon moment, et ça, je pense que c'était relativement négatif. Euh, J'aurais pu vivre pour le moment et mieux apprécier les choses. Et simplement, tu vois, apprécier les succès que tu as. C'est-à-dire que quand tu montes un business, t'atteins 100 000 abonnés, tu dis, OK, maintenant, comment je fais 200 000, tu vois. J'ai pas vraiment eu la sensation d'avoir vécu un bon moment quand j'ai atteint 100 000 abonnés sur YouTube. Ou quand j'ai atteint, voilà, n'importe quel benchmark de chiffre d'affaires que tu as, tu vois. C'était juste un truc qui était, encore aujourd'hui, hein, moi, c'est un peu un truc qui est c'est un peu une faiblesse que j'ai en tant que personne, notamment maintenant que j'ai une équipe. Je suis pas vraiment fort pour apprécier les succès et célébrer les choses. C'est juste, ok, super, on a fait ça. Prochain, c'est quoi? Comment faire plus gros? Donc ça, je pense que ça, c'est une faiblesse personnelle. Et que du coup, vivre toujours pour le futur, ça peut être, bah du coup, tu t'apprécies pas autant ce que tu as actuellement, tu vois. Et maintenant, notamment le fait d'avoir ma fille et le fait de simplement, en fait, le fait d'avoir suffisamment vécu cette idée de t'atteindre un objectif, tu veux juste le suivant. Je comprends que n'importe quel objectif que je peux atteindre à partir de maintenant va pas me rendre plus heureux que je peux l'être actuellement, en fait. Et que donc, une partie de ce que je peux construire pour le futur, c'est d'apprendre aussi à apprécier le moment présent et à apprécier le quotidien. Et moi, je suis à fond dans des trucs, hein. C'est pas visible dans les vidéos YouTube, mais je suis à fond dans des trucs un peu de hippie, de méditation, de yoga, ce genre de choses. Parce que ça contrebalance aussi cet aspect de ma personnalité. Voilà. Donc ça, potentiellement, s'il y a une chose que j'aurais changé, c'est peut-être plus investir dans ce côté spiritualité, moment présent, etc. Plus tôt. Parce qu'en fait, j'ai découvert assez vite la méditation, mais je suis pas devenu très sérieux avec avant pas mal d'années en fait. Euh, voilà. Alors que pourtant, c'est également quelque chose, la méditation, qui te construit sur le temps pour le futur en fait. Donc ça rentre assez bien dans ma personnalité, qui est de dire j'ai envie de faire des choses qui vont s'améliorer au fil du temps. J'ai pas envie de faire juste un truc, un plaisir passager, ça m'apporte pas tout ce que je cherche, mais j'aime bien avoir des choses qui s'approfondissent. Donc c'est le cas, tu vois, d'avoir si tu as des relations qui sont profondes avec les gens, ben ça s'améliore au fil du temps. Ou si tu fais de la méditation ou un certain sport ou un certain hobby, tu vois. Si tu apprends à dessiner, tu deviendras meilleur au fil du temps. C'est le genre de choses qui, comme pour le business, c'est intéressant parce que tu les vois s'améliorer, tu vois le truc grandir et tu as l'impression que ton effort qui est investi aujourd'hui, il rend les choses 1% mieux demain. Ok.
Ça me parle beaucoup ce que tu me dis, déjà le fait de ne pas apprécier les succès, parce que c'est bien qu'on ait parlé justement d'avoir un enfant, parce qu'en soi, par exemple, avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, c'est comme avoir un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se reproduira plus jamais ensuite. Et dans le business, on a vite tendance à se dire, j'ai 10 000 abonnés, c'est bien, mais je vais grind pour avoir 100 000 et 200 000, alors qu'on se dirait pas ça pour un enfant, on se dirait pas, c'est bien, elle a 2 ans, maintenant go, qu'elle ait 3 ans, 4 ans, en fait, il faudrait apprécier un peu plus chaque anniversaire. Et ça me parle aussi beaucoup quand tu me parles de méditation. Le dernier invité sur le podcast, c'était Tristan, et c'était un youtubeur qui est assez aussi spirituel, dans le sens énergie, dans le sens aussi méditation. C'est quelqu'un qui médite. Et je pense aussi, c'est un sujet qui m'a intéressé ces dernières années, et je pense maintenant qu'il vaut mieux avoir vivre un moment moyen, mais le vivre en pleine conscience, qu'avoir un moment très fort et le vivre à un quart de sa conscience, ou le vivre de manière sans prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, et de recaler le moment où on est dans notre vie par rapport à notre existence, tu vois. Donc ça me parle beaucoup quand tu me parles de ça. Et donc est-ce que maintenant tu arrives avec cette méditation, ou avec les contenus que tu peux regarder autour de la spiritualité, à être un peu plus présent? Est-ce que tu arrives mieux maintenant? J'ai fait pas mal de progrès. Donc mon niveau... J'ai eu il y a environ 2 ans une espèce de révélation en ce qui concerne l'anxiété. J'ai toujours été assez anxieux, une espèce de truc de famille, tu vois. Genre ma grand-mère, encore récemment, elle m'appelle, elle me fait j'ai rêvé que tu avais eu un accident de voiture. Elle a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, elle nous a dit, tiens, j'ai rêvé que tu as fait un accident de voiture. Et elle sait que c'est pas vrai. Enfin, elle pense pas être voyante en fait. Mais ça génère une telle anxiété qu'elle doit t'appeler pour vérifier, tu vois. Enfin, elle est forcée. Un truc familial d'anxiété, etc. Et j'ai vraiment eu une véritable révélation à ce niveau-là, où en fait j'avais ce truc de dire, ok, l'anxiété c'est pas bien, il faut combattre l'anxiété. Et notamment, une de mes grandes idées pour combattre l'anxiété, c'était, je vais gagner beaucoup d'argent et l'investir. De cette manière, en gros, je pourrais gagner de l'argent passif, et comme ça, j'aurais plus besoin de travailler. Et donc, du coup, je pourrais éliminer tous les problèmes de ma vie. J'aurais aucun problème, personne, tu vois, je serais dans une bulle que rien ne pourra toucher, avec des revenus passifs, etc. Ce qui, en fait, ne marche pas, parce que tu te dis, si tu as un problème d'anxiété, et du coup, c'est moi qui vais appeler ma grand-mère, tiens, j'ai rêvé que tu avais eu un accident de voiture. Je veux dire, si tu as un truc d'anxiété de base, il va trouver un autre élément sur lequel se mettre. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être tes enfants, est-ce que mes enfants ont des bonnes notes à l'école, ça pourrait être l'écologie, tu vois, enfin, l'intelligence artificielle va tous nous tuer, enfin, ça pourrait être absolument n'importe quoi. Donc, il y a un point où en fait, même si tu résous le problème actuel qui te cause de l'anxiété va se déplacer autre part. Donc là, j'ai réalisé ça. Et ensuite, je me suis dit, en fait, c'est quoi l'anxiété, en fait? C'est vraiment une technique de méditation de base, hein, je n'invente rien à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? L'anxiété, c'est une sensation dans ton corps, donc pour moi, c'est dans le ventre, une certaine sensation. Et cette sensation, ton cerveau va l'interpréter d'une certaine manière. Il va dire, tiens, ok, je sens ça dans ma tête, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, je suis anxieux, c'est parce que machin, il n'a pas répondu à mon message, ou parce que le lancement n'a pas marché, ou parce que j'ai une facture à payer, etc. C'est une interprétation de ton cerveau, en fait, à ce niveau-là. Et en fait, tu te dis, maintenant, mets-toi de cette interprétation, et plonge-toi vraiment dans la sensation, sans essayer de la juger. Et tu découvres que c'est pas une sensation qui est nécessairement déplaisante, en fait. La sensation de l'anxiété est la même sensation que tu aurais d'excitation, d'aller à une soirée, d'aller voir ton film préféré, de faire un voyage, de jouer à un jeu vidéo où tu es à fond dedans et tu as envie de battre le mec, tu vois, et tu es à fond dedans, etc. Et dans cette situation, tu ne l'interprètes pas négativement, tu l'interprètes positivement, parce que ça veut dire que je suis enthousiaste, je suis excité, et en fait, c'est ça qui donne le peps à la vie, tu vois, c'est ce niveau d'excitation, etc. Et tu découvres, si tu rentres à l'intérieur, que c'est la même sensation, que tu juges simplement différemment. Et à ce moment, j'ai commencé à repositionner et à revoir cette anxiété en me disant, à l'intérieur de moi, j'ai une espèce d'énergie vitale, tu vois, j'ai une espèce de flamme qui est là, qui est dans mon ventre et qui brûle à tout moment. Et parfois, j'y pense pas, et parfois, je peux me reconnecter avec cette espèce de flamme. Et parfois, elle est plus intense, parfois, elle est moins intense. Mais fondamentalement, il n'y a pas de raison de la juger négativement en termes d'anxiété. Je peux juste dire, ok, cette anxiété, c'est cool. J'ai mon énergie vitale, qui est là, et parce que je
parce que je suis là et j'ai plein d'énergie, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'accomplir des choses, etc. Et j'ai pu recadrer de manière assez majeure, en fait, cette émotion. Et actuellement, tu vois, parfois, j'ai des coups de stress, je sais pas, parfois, on me dit, tiens, telle personne va faire une vidéo pour te tacler, par exemple. Ça, c'est des grandes peurs, tu vois, genre, telle personne, avec une grosse audience va faire une vidéo pour t'attaquer. Ou alors, plus simplement, tu as des commentaires négatifs ou tu as des gens qui sont pas contents, qui t'envoient des emails, etc. Et simplement me dire, tiens, en fait, c'est juste une énergie qui est en moi et qui est pas forcément négative, tu vois. Et de pouvoir transformer cette relation avec ce truc. Je sais que pour pas mal de gens, ça peut sembler assez bizarre ce que je suis en train de raconter, mais c'est juste pour te donner un exemple d'un progrès concret, en fait, que j'ai fait au fil du temps. Et par exemple, je m'endors beaucoup mieux qu'avant. Donc, il y a d'autres éléments que j'ai fait au niveau du sommeil qui sont des éléments plus pratico-pratiques. On peut parler du docteur Andrew Huberman, je sais pas si t'as entendu parler de lui, qui est un neuroscientifique de Stanford qui fait des trucs sur le sommeil, mais il te parle de prendre le soleil, de machin, de faire du sport, etc. Mais du coup, je dors beaucoup mieux qu'avant. Moi, j'ai eu des problèmes d'insomnie pendant longtemps, et cette histoire d'anxiété, elle a vraiment été améliorée. Et donc, ce que ça me permet de faire, si tu veux, c'est de prendre des moments qui auraient été des moments extrêmement désagréables dans ma vie, où en fait, je me bats contre une émotion interne, où tu peux pas vraiment battre ton anxiété, en fait. Tu peux pas vraiment dire non, j'ai pas envie d'être anxieux, etc. Tu peux rien faire, en fait. C'est pas quelque chose que tu peux combattre de cette manière. Et à la place, le prendre et me dire, tiens, c'est une expérience intéressante. Et en fait, je me sens vivant quand j'ai cette expérience d'énergie à l'intérieur. Et finalement, c'est pas forcément déplaisant. Et donc ça, c'est un progrès extrêmement concret qui est arrivé sur les dernières années. Tu vois, après pas mal d'années à travailler là-dessus. Et ça marche sur toutes les émotions. Donc moi, je le fais sur l'anxiété, mais tu peux le faire sur n'importe quelle émotion. Au lieu de prendre l'émotion et de dire je vais mettre une étiquette, c'est de la colère, c'est de l'anxiété, tu essaies de comprendre quelles sont les sensations physiques, puisque une émotion, c'est des sensations physiques en fait. Les sensations physiques que tu ressens dans ton corps à ce moment-là, et essayer de les comprendre et d'être avec sans les juger, et tu découvres que la plupart des émotions, elles sont pas forcément négatives. Et ça te permet de développer une relation différente avec l'émotion, où tu es maintenant capable de l'accepter et de la laisser te traverser, tu vois, un truc spirituel habituel, tu vois. Tu laisses l'énergie de te traverser plutôt qu'essayer de la combattre. Et finalement, tu la vis beaucoup mieux en fait, et tu n'en souffres plus. Donc, au lieu de supprimer l'anxiété peut rester là, mais tu arrêtes d'en souffrir. C'est beaucoup plus faisable en fait que de supprimer l'anxiété. Voilà, c'est ma réponse assez longue à ta question, mais au moins j'ai donné un élément concret, tu vois, un exemple concret. C'est compliqué de donner des exemples concrets dans la spiritualité. Ça, c'est un exemple concret d'éléments qui a changé pour moi. Ok, non mais ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Il y a beaucoup de points qui ont été abordés qui sont intéressants. Déjà le fait que c'était Naval Ravikant qui en parlait, je pense que tu le connais, investisseur et un peu philosophe des temps modernes parce qu'il tweet il tweet au lieu d'écrire des livres, mais il expliquait qu'en fait nous les humains on était l'espèce la plus paranoïaque en fait qui a jamais existé parce que c'est ce qui nous a permis de survivre, et donc on était par nature paranoïaque et beaucoup plus que certains animaux qui le sont et qui ont donc disparu parce qu'ils étaient peut-être pas autant que nous. Après ils n'avaient pas aussi autant d'avantages que nous, mais donc quand il a dit ça, j'ai fait ah ouais, c'est vrai que c'est ce qui nous a permis de survivre, et donc ces biais ils se maintiennent et ils résistent au temps. Il y a aussi, tu as parlé d'accepter l'émotion et de comprendre que c'est ce qui faisait de nous des humains, et c'est aussi quelque chose que je fais parce que lorsque je ressens une émotion quelle qu'elle soit, je me dis que c'est parfois pénible, surtout si c'est une émotion qu'on dit négative, mais que déjà je peux en faire quelque chose, et c'est aussi ce qui me rend humain, et que quitte à choisir, je préférais quand même vivre une vie avec des émotions différentes que vivre une vie sans aucune émotion. C'est un petit peu comme ma capacité de réflexion, c'est quelque chose qui parfois me cause des scénarios que je me crée en tête, mais je préférais 1000 fois vivre une vie avec cette capacité de réflexion que d'être un humain qui n'a aucune émotion et aucune capacité de réflexion et qui ne peut rien en faire, tu vois, de cette capacité qui est précieuse. Et donc, pour finir aussi, tu as parlé du sommeil, qui est aussi selon moi un gros point sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, parce que tout simplement lorsque je dors moins, je sens vraiment qu'il y a une différence entre à partir de moins de 7 heures de sommeil par nuit, je me sens beaucoup plus paranoïaque dans la journée, dans le sens où pas dans le sens où je vais regarder derrière moi dans les couloirs, tu vois, s'il y a quelqu'un qui me suit, mais plutôt ouais, je prends plus de choses à cœur,
je suis plus irritable et j'ai l'impression d'être un peu dans un esprit, état d'esprit de comme si ça m'avait remis dans, comme si je m'étais endormi dans la nature et que je m'étais réveillé d'un coup et que je me sentais au milieu de la jungle et que je devais et je réagis différemment, tu vois. Que lorsque, par exemple, là, j'ai bien dormi aujourd'hui, comme l'a conseillé le docteur que tu disais, j'ai couru hier, j'ai pris le soleil, donc mon rythme circadien était bien calé, donc je me suis bien endormi et voilà. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et je vois tout de suite la différence lorsque j'ai pas bien dormi, tu vois. Donc, ça a beaucoup de sens, ce que tu dis. Ouais, carrément. Je suis très content justement que tu aies parlé de ça parce qu'en fait, t'as pas forcément le temps d'en parler dans tes vidéos ou c'est pas forcément un sujet qui va capter autant d'audience. Pour finir sur une question d'introspection que je pose à tous les invités du podcast, c'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur? Très bonne question. Qui m'a fait peur? Moi, j'ai ce côté, tu vois, un peu l'anxiété sous-jacente de tout. Je pense que c'est pas vraiment la dernière, mais c'est le truc qui me vient en tête, donc je t'en parle. Quand j'ai commencé dans le business, il y avait des mecs que j'admirais qui avaient une conférence à Bangkok une fois par an. Et, c'était vraiment mon rêve d'y aller, tu vois. J'avais mon rêve d'y aller, j'en parlais à tout le monde. Pendant 2 ans, j'en parlais à tout le monde. Je vais aller à cette conférence à Bangkok, tu vas voir, je vais gagner assez d'argent avec mon business pour y aller et tout. Finalement, j'ai réussi à y aller et c'était vraiment une des plus grandes expériences de ma vie. Vraiment un truc mémorable, tu vois, parmi ces week-ends qui vraiment changent ta trajectoire. Je vais rencontrer trop d'entrepreneurs, tout nouveau milieu, etc. Et donc 2 années plus tard, je me suis dit tiens, je vais essayer de leur pitcher et je vais essayer de présenter en fait une conférence là-bas. Et moi, même si j'ai l'habitude de parler devant beaucoup de monde sur YouTube, j'ai pas l'habitude d'être beaucoup sur scène en fait devant des gens. Et c'est un truc qui, je sais pas, je trouve ça assez flippant en fait finalement. Et surtout, il fallait le faire en anglais parce que c'est une conférence internationale, etc. Et je parle pas vraiment anglais. Enfin, je parle parfaitement anglais couramment, etc. tout le temps, mais je parle pas vraiment anglais dans mes contenus, tu vois. Donc c'était un truc qui était en plus un élément supplémentaire. Et je me suis dit fondamentalement, voilà, je vais faire une conférence et je vais leur parler de YouTube et de faire une chaîne YouTube, etc. Et essayer de vendre mon truc. Et en fait, du coup, je l'ai fait et les gens étaient vraiment trop contents en fait. Et c'était génial parce que c'est une conférence, tu vois, de plusieurs jours et tu peux au départ pitcher, faire ta propre conférence, etc. Donc en fait, tout au départ, le premier jour, je fais mon truc et il y avait 70 personnes qui sont venues, etc. Et donc, du coup, tout le monde me connaissait après. Tout le monde était en mode ah tiens, j'ai tout mon truc sur YouTube, c'était bien, ils avaient des questions, etc. Et c'était vachement bénéfique pour moi sur la conférence. Ou sinon, il faut parler aux gens un par un, mais si tout le monde déjà te connaît et sait pourquoi ils viennent te voir, c'est cool. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça un truc assez flippant. En plus, c'est un truc où je me disais, mais en fait non, mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai rien à leur vendre, donc ça, j'ai pas de gain à en faire sur mon business. Tu vois, c'était facile d'essayer de te dégonfler. Mais d'un autre côté, comme je m'étais engagé, tu vois, tu sais, c'est toujours le truc où tu t'engages 6 mois plus tôt, tu fais ouais, non mais y a aucun problème, easy, tu vois. Et quand t'arrives 2 semaines avant, tu fais mais non mais pourquoi j'ai dit oui à ce truc-là? Mais c'est trop tard, tu peux plus te dégonfler. Donc ce principe a bien fonctionné pour moi parce que je suis content de l'avoir fait. Et d'ailleurs, du coup, la conférence revient là en octobre, puisque du coup, post-Covid, ils la refont. Et donc, du coup, j'essaierai de faire un truc. Et c'est pas impossible que j'essaye de leur présenter un truc, de leur pitcher TikTok, tu vois. Devenez célèbre en TikTok en 30 jours, mon expérience. Et je leur refais notre conférence sur TikTok. Et d'un coup, pendant une semaine, les gens viennent me parler de TikTok et je deviens un peu le mec, tu vois, le français fou qui fait du TikTok. C'est pas mal, tu vois, ça te donne un branding. Voilà. C'est pas le plus récent, fondamentalement. Il y a peut-être des trucs plus récents que je pourrais trouver. Mais c'était moi ce truc de parler en public ça me fait bien flipper et donc je l'ai fait à pas mal de reprises mais pas tant que ça en fait. Je pense que depuis le début de mon business il y a peut-être 5 ou 6 occasions où je suis vraiment monté sur scène devant plusieurs dizaines de personnes, pas tant que ça fondamentalement, alors que finalement des vidéos j'en ai fait plein, mais les vidéos t'as toujours le filet du montage en fait, alors que sur scène je sais pas, il y a ce côté de dire peut-être que je vais imploser, je sais pas quelle est la peur, tu vois. Tout coup, je saurais plus parler, je vais freeze. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui freeze, mais je sais pas, il y a ce côté de dire, je vais dire un truc totalement con, totalement inapproprié, voilà. Ah non, mais tu sais que c'est une des pires peurs possibles parce que c'était déjà les philosophes grecs qui en parlaient lorsque tu devais parler sur le forum pour prendre la parole, tu vois. C'est une des plus grandes peurs de s'exposer et de te faire huer. Et c'est vrai que c'est complètement différent de faire une vidéo YouTube où tu es quand même dans le confort de chez toi, de ton montage, etc. Et une conférence où là tu es en live et donc il n'y a pas forcément de texte que tu as sous la main, tu vois, il n'y a pas de script.
Donc forcément, oui, j'imagine que ça devait être stressant et c'est cool. C'est un petit peu aussi la peur et le sentiment d'accomplissement. Tu vois, là, tu me parles de cette anecdote. Je revois dans tes yeux que c'était un truc qui t'a fait... je revois le sentiment de délivrance et d'accomplissement que tu as eu après. Et la peur et l'accomplissement, c'est pour moi un peu un élastique où plus tu vas chercher tirer dans la peur que tu ressens avant de faire la chose, plus lorsque tu auras fait cette peur-là, cette chose qui te faisait peur, tu vas ressentir un sentiment de délivrance que souvent les étudiants ont ressenti au moins une fois après avoir passé une épreuve au bac ou aux études, après les études. Et quand tu le ressens dans la vie pro ou dans la vie perso, quelle que soit la chose qui te faisait peur, franchement, c'est un sentiment assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as fait récemment qui te faisait peur? Bah moi, tu sais, lancer ce podcast, c'était pas évident parce que fallait que je contacte des personnes qui ne me connaissaient pas a priori. Moi, je pars toujours du principe, comme ça fait que 2 ans que je me suis lancé, que tous les youtubeurs que je contacte ne me connaissent pas. Tu vois, ça me paraît très difficile d'imaginer que des youtubeurs que je suivais il y a quelques années, comme toi, que je connaissais depuis quelques années, puissent me connaître maintenant. J'ai toujours l'impression d'être le petit de la bande. Et donc, alors ça me faisait assez... C'est pas que ça me faisait peur, c'est que ça me demandait de sortir un petit peu de ma zone de confort. Maintenant, une chose qui me faisait très peur, c'était dans ma vie perso. C'était la semaine dernière. C'était en fait, j'étais à côté d'une fille dans le train. et c'était une fille de mon âge, qui est un truc qui arrive assez rarement. Et juste, je la trouvais jolie. On s'était fait un sourire lorsque je suis arrivé dans le train. Et je pense qu'elle était contente d'avoir quelqu'un de son âge à côté d'elle. Et j'étais content d'avoir quelqu'un de mon âge à côté de moi. Parce qu'elle, elle a sûrement pas envie d'avoir des mecs bizarres dans le train ou des vieux ou des enfants qui pleurent. Donc bref, on était tous les deux contents d'être à côté. Ça s'est senti au début. Et le train durait 2 heures, le trajet de train durait 2 heures. J'ai rien fait du tout la première heure parce que je me posais des questions, des scénarios. Le train, c'est pas un lieu de rencontre, donc c'est pas comme si j'étais en boîte de nuit. T'as pas forcément envie de parler aux gens. Je me mets à sa place et tout. Je la vois sur son téléphone, donc moi-même je fais le mec un peu buzzy, je regarde mes messages, j'espère, je prie pour qu'il y ait un abonné qui passe à ce moment-là dans le train et qui me reconnaisse pour que ça puisse faciliter la discussion après ou que ça me donne un côté un petit peu stylé. Parce que ça arrivait une fois de me faire reconnaître dans le train, et donc à chaque fois j'espère que ça se reproduit, mais non, c'est toujours quand tu t'y attends pas. Et donc au bout d'une heure, je me dis bon, il reste 1 heure de train. Je vais tenter un truc parce que sinon je me vois déjà dans la voiture après le train en train de me dire putain, je connais même pas son nom, je sais pas qui elle est, etc. Parce que je l'ai déjà fait plein de fois de me dire un truc et de pas le faire, donc je sais la sensation que c'est après. Et donc je la vois et je regarde un petit peu sur ma gauche, je regarde un petit peu ce qu'elle fait et je lui fais excuse-moi, je pose la question. Et en fait je l'ai à moitié réveillée parce qu'elle était à moitié en train de dormir et de regarder le paysage. Donc je vois que je la surprends, je suis pas bien, je fais ah, putain, c'est la pire approche possible. Et je lui, en fait, elle enlève ses écouteurs, tu vois, je sens que je l'ai surprise, mais pas que je l'ai dérangée, qu'elle était dérangée par le fait que je lui parle. Donc je continue et puis on discute. Et je vois qu'elle a un livre à côté d'elle sur son sac qui dépasse un petit peu. Et il s'appelle Juges en Corse. Donc les juges en Corse. Donc au début je me dis c'est peut-être un roman, mais moi comme j'ai fait du droit, je me dis peut-être que c'est un livre de droit. Donc je lui demande si c'est du droit et elle me dit oui parce que je suis étudiante en droit. Et là je fais trop bien. Parce que moi j'ai été étudiant en droit, donc en plus on était dans la même fac, elle m'a dit, donc voilà, là on avait plein de points d'accroche que je n'avais pas avant, tu vois, mais donc tout ça pour dire qu'on a discuté, c'était très cool parce que ça me faisait plaisir d'être un petit peu sorti de ma zone de confort, mais la chose qui m'a fait peur c'est vraiment de me lancer et de parler à une fille avec qui j'ai 0 point d'accroche, que je ne connais pas, dans un lieu public aussi, parce que si tu te fais recaler, les gens autour de toi l'entendent, tu vois, t'as pas envie de passer pour quelqu'un qui force. Donc voilà, il y avait un mélange de plein de trucs, et c'était aussi une prise de parole en public, en quelque sorte, et finalement ça s'est très bien passé, et je suis très content de l'avoir fait, mais ça me faisait peur, tu vois. Alors que pareil, je fais des vidéos sur YouTube, je suis pas la personne la plus introvertie au monde, mais ça m'a fait peur. Ouais, carrément. Donc voilà, moi c'était dans la vie perso, et dans la vie pro, je dirais que le podcast c'était plutôt dans la vie pro. Et à chaque fois que je tente un nouveau truc sur YouTube, je me remets beaucoup en question aussi ces dernières semaines. J'ai pris un monteur, j'ai pris un graphiste, 2 graphistes. Donc ça aussi c'était une prise de risque financière et professionnelle. Et ça me faisait assez peur au début, mais maintenant je suis content de l'avoir fait, tu vois. Pourquoi est-ce que tu prends 2 graphistes? Qu'est-ce qu'ils vont faire les 2 graphistes? En fait c'est juste que c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais sur YouTube c'est important pour moi d'avoir une image, une identité visuelle dans mes contenus. Et sur le podcast, j'ai un graphiste qui s'appelle Léo qui fait les miniatures, toutes les miniatures. Et c'est lui qui a fait les premières avec Bodytime, Eric Flag, Mathias. J'ai l'impression que la communauté, l'audience va s'habituer à ça. Et donc je vais lui laisser toutes les miniatures de cette chaîne. Et sur ma chaîne principale,
J'ai un graphiste aussi qui en a fait quelques-unes ces dernières semaines, et donc je pense que ma communauté va s'habituer à ça, et donc je veux juste que la personne qui a commencé à faire les miniatures sur la chaîne s'occupe de celle-ci, et que la personne qui a fait sur la chaîne principale, la chaîne secondaire de podcast, qui a commencé à faire les miniatures, continue de le faire pour que je garde en fait l'identité visuelle. Ok. Et donc voilà À ça. ce niveau-là, tu gagneras quand même à avoir des vraies procédures de manière à ce qu'une personne soit quand même pas irremplaçable et de codifier un petit peu la méthodologie, tu vois, autour de tes miniatures Ouais. sur l'un ou l'autre des formats. Parce que sinon, faut pas que faut pas que la recette elle soit dans la tête d'une seule personne en fait. Sinon, ça devient fastidieux. Moi, sur ma chaîne, il y a plein de moments où j'ai remplacé les monteurs de la chaîne principale et je mettrais n'importe qui au défi de savoir à quel moment ça a changé, quoi. Parce qu'on avait tellement codifié, tu vois. Mais c'est le truc con, hein. Combien de temps dure une transition? C'est quoi la police de caractère? Quelle taille? Quelle musique? Quel machin? Tu vois, tous ces petits éléments de détail qu'on n'a pas besoin de réinventer à chaque fois. Ce qui permet d'avoir une harmonie de style et une continuité, même si on remplace le monteur. Et, euh, et voilà. Donc, et ça, c'est simplement un document, tu vois, qui codifie tous ces éléments-là. Donc après, sur cette question des miniatures, c'est bien que tu aies trouvé les gens et c'est bien d'avoir des personnes qui sont créatives pour définir un peu le style. Mais après, voilà, pense bien aussi à le codifier et à le structurer de manière à ce que si plus tard une autre personne a besoin de le faire, tu puisses avoir cette continuité, tu vois, qui semble être importante. Ouais, c'est vrai. Mais je me suis posé la question, c'est ce qui me faisait peur forcément quand tu délègues, c'est qu'en fait tu passes d'une phase où tu peux faire tout toi-même, alors ça te prend du temps, mais bon, tu peux faire tout toi-même, à une phase où quelqu'un que tu vas prendre, que tu vas embaucher est meilleur que toi, sinon enfin je pense, tu délèguerais pas. Et en fait tu te dis, bon bah je passe d'une phase où je suis indépendant à une phase où je suis quand même dépendant d'une personne qui va créer des meilleures miniatures que moi, qui va habituer ma communauté à une certaine qualité de miniature. Et s'il disparaît ou si on se sépare, je peux plus reproduire ça. Donc oui, ça m'a fait peur. Mais en effet, les miniatures sur la chaîne secondaire, elles sont assez codifiées. C'est un peu... je connais la police de caractère, je vois un petit peu comment il fait ça, Léo. Et donc oui, c'est assez codifié. Et après, par contre, sur la chaîne principale, c'est Julien qui s'en occupe. Et il a quand même une patte un petit peu à lui que je pourrais pas retrouver, je pense, aussi facilement. Mais comme je suis assez dans le relationnel aussi, j'ai une très bonne relation avec tous mes graphistes et donc je m'imagine pas m'en séparer aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée quand même. J'aime pas devenir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et je le suis forcément un petit peu plus maintenant et c'est ce qui me faisait peur aussi. Après, ça faisait quelque chose, tu t'y habitues, hein. Oui, oui, je Moi, je suis je dépendant commence de à beaucoup de comprendre que de monde, toute façon. sur Skomaker, je code pas, hein, donc tu vois, il y a des gens après tu développes des relations de confiance et après c'est l'idée de dire tu as besoin de ces personnes, mais tu comprends aussi en fait comment est-ce que quels sont les éléments qui peuvent être codifiés, comment est-ce que tu entraînes quelqu'un d'autre pour le faire, tu vois, tu développes un petit peu la vision globale voilà, parce que moi, tu vois, j'ai plein de gens qui ont commencé en faisant une tâche et qui finalement voulaient faire autre chose et donc du coup ils sont souvent restés dans la boîte, mais ils vont aller faire autre chose, tu vois. C'est peut-être moins le cas avec des graphistes, mais ça peut se produire, tu vois, des éléments comme ça. Et c'est important de pouvoir avoir une fluidité parce que sinon tu pièges aussi un peu les gens, tu vois. En fait, en devenant dépendant de cette personne, par exemple, si je suis dépendant d'une personne pour faire le montage, le mec, tu peux faire que du montage. Si tu veux faire autre chose que du montage, c'est pas possible parce que j'ai besoin de toi et tu peux pas nous laisser tomber. Tu vois. Et donc, du coup, c'était une situation un peu difficile. Alors qu'une personne qui avait fait du montage à un moment donné a pu passer sur un truc totalement différent puisqu'il avait marre de faire du montage et quelqu'un d'autre ait pu venir pour faire le montage et maintenir, tu vois, ce même niveau de qualité. Donc ça permettait aussi aux personnes d'avoir de la flexibilité et de pas sentir que tout reposait sur eux, tu vois. De la même manière où il y a plein d'autres qui vont reposer sur toi individuellement et c'est quelque chose que tu peux mitiger, mais tu peux pas vraiment, dans notre type de business, tu peux pas vraiment le retirer, ce sera toujours toi il faut éviter de créer ces dépendances avec d'autres personnes où eux ressentent cette même pression alors que c'est pas absolument nécessaire, tu vois, que ce soit un élément visuel ou un élément de montage. C'est important de dire, ok, si demain on devait publier 10 fois plus de vidéos et il fallait avoir une deuxième personne, bah, comment est-ce qu'on formerait cette personne, tu vois. Alors, en fait, simplement, tu vois, et d'y réfléchir de cette manière et de structurer les éléments. Et de dire qu'est-ce qui fait une bonne miniature et de créer un document. Une bonne miniature, une mauvaise miniature, voilà comment ça fonctionne, voilà le cahier des charges. Et potentiellement, nous, ce qu'on a, par exemple, sur l'écriture de vidéos, c'est avoir un petit peu un historique de voilà telle vidéo, par exemple la vidéo, je sais pas, PNL, voilà le problème qu'on avait sur l'écriture, voilà l'angle qu'on a trouvé, et voilà le processus de décision. Donc, comme avoir une espèce de mini historique en interne de comment on a fait tel ou tel projet.
Et donc sur une miniature, tu peux faire, ok, je filme mon écran, voilà la situation, voilà les éléments que j'ai, voilà comment je les mets, voilà pourquoi je les mets ici plutôt qu'ici, tu vois. Et ça peut apporter beaucoup de valeur à une personne qui plus tard voudrait reprendre ce flambeau. Et tu t'apercevras que tu peux effectivement, une personne, après c'est bien si la personne coopère avec toi pour former la personne suivante, tu peux vraiment former une personne et l'amener à un niveau de qualité étonnant en l'espace en fait d'une à 2 semaines. Ok, c'est intéressant ouais, de franchiser un petit peu ta chaîne dans le sens où tu vas créer limite un code à suivre pour les miniatures ou les montages. J'avais pas pensé forcément à ça. Et ouais, j'ai pas pensé non plus que tu vas créer une relation de dépendance donc là, en l'occurrence pour moi vis-à-vis des graphistes, mais aussi des graphistes vis-à-vis de moi. Et c'est vrai qu'il faut pas que je mette une pression comme ça à mes graphistes, à se dire que si eux ils ont un empêchement ou qu'ils sont malades, moi je suis embêté pour faire des miniatures après. Mais en fait, ils ont déjà travaillé un petit peu eux en interne, les deux graphistes que j'ai. Julien, il a un petit peu formé Léo à faire, à lui montrer comment est-ce qu'il fait tel effet, tu vois. Donc c'est cool aussi lorsque tu recrutes des personnes et qu'elles collaborent entre elles. Et je suis sûr que si je recrute un troisième graphiste, les trois vont collaborer ensemble et ça c'est cool. Donc ok, c'est super intéressant ça. Et ouais, je pense que j'ai tout dit. J'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Je voulais juste te remercier encore une fois d'avoir pris ce temps parce que c'était cool de t'avoir sur le podcast. Comme je t'ai dit, tu en fais pas tous les 2 mois. Donc c'était cool. Et je voulais te remercier aussi au nom de toutes les personnes qui ont lancé un business en ligne un jour parce que tu me diras que tu fais que ton travail, mais quand tu commences sur Internet et que tu connais rien au marketing, que tu connais rien au biais de la psychologie humaine et que tu te lances un petit peu dans cet énorme projet que de lancer une chaîne YouTube par exemple, bah c'est agréable d'avoir des vidéos de toi, d'avoir des vidéos d'Antoine BM qui vont apporter des choses différentes, d'avoir des personnes qui vont poster du contenu comme ça et t'intéresser sur un sujet comme le marketing qui est hyper théorique de base et qui fait vraiment pas envie lorsque tu t'y intéresses de toi-même jusqu'à tomber sur tes vidéos. Donc voilà, je voulais te remercier au nom de toutes les personnes qui comme moi se sont lancées dans cette aventure et je t'incite évidemment à continuer parce que c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos et merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir permis de faire ce podcast aujourd'hui. En tout cas c'était très cool. Avec plaisir, ça fait plaisir d'entendre tes remerciements et puis de pouvoir être là sur ton podcast. Je suis content de faire partie un peu du lancement du truc et c'est sympa de ta part de m'avoir invité. Ok, bon bah merci Stan et puis bon courage pour la suite et puis on se retrouve jeudi prochain pour le prochain podcast. Prenez soin de vous et bon courage dans vos projets. Ciao.